Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux afin de mettre la table pour la 18e et dernière semaine d'activité du calendrier régulier de la NFL. Alors, on va y aller de nos prédictions. Question de savoir quelles sont les équipes qui vont s'affronter la semaine prochaine lors du premier tour éliminatoire. Marc-André va y aller de conseils fantasy football. Je sais que la majorité des ligues ont disputé leur finale, mais quand même, il y a certaines ligues où des gens qui jouent au fantasy football hebdomadaire qui aimerait avoir des conseils afin de savoir quel joueur insérer dans la formation à garder sur le banc. Alors, on va jaser de tout ça à l'approche du début des éliminatoires et bien sûr de cette dernière semaine d'activité du côté de la NFL. Alors, Guillaume, par la musique. Marc-André, on va y aller d'entrée de jeu avec nos réactions excessives à la suite de la 17e semaine d'activité de la NFL. Écoute, moi, je vais y aller pas avec une réaction qui parle d'une équipe en particulier ou d'un joueur. C'est une réaction excessive, puis ma réaction cette semaine, c'est que le calendrier régulier de la NFL est trop long. On en a parlé lors des dernières semaines en répondant à certaines questions qui nous ont été envoyées, mais 17 matchs, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Tu sais, on s'en rend compte, là, il y a plusieurs matchs qui veulent rien dire au classement de cette semaine. Oui, certaines équipes peuvent grimper au classement, mais pour les équipes, la priorité, c'est d'être en santé pour le début des éliminatoires. D'ailleurs, Jim Harbaugh, l'entraîneur-chef des Chargers, a annoncé que Justin Herbert allait avoir congé pour la dernière semaine d'activité. Mais c'est ça, Marc-André, 17 matchs. Éventuellement, on va avoir un 18e match de saison régulière. Je comprends qu'on le fait pour l'argent. Mais réellement, là, parce qu'on avait besoin de 17 matchs. Le calendrier de 16 rencontres était parfait. Je l'ai toujours dit qu'on avait annoncé qu'on allait ajouter un match de plus. Je me disais que c'était pas nécessaire. Puis on s'en rend compte, je pense, parce que même la semaine dernière, il y avait plusieurs rencontres qui voulaient pas vraiment dire quelque chose. Puis ça va être encore une fois le cas cette semaine. Alors, c'est ma réaction excessive. Plus de football, c'est pas nécessairement une bonne chose. Puis je comprends pourquoi on le fait, mais c'est ça. En tout cas, c'est ma réaction excessive. Ben, écoute, plus tu rajoutes de matchs, plus les matchs vont devenir significatifs en fin de saison, c'est mon avis. Mettons qu'on ajoute un autre match, on va aller à 18 dans pas trop long là, dans la NFL. Ben, rendu à la semaine 16, veut pas, il va rester quand même 3 matchs. Les équipes vont pouvoir faire avancer, se positionner pour une place en éliminatoire, batailler pour une place. Moi, je pense que c'est dommage, mais plus qu'il y a de matchs, plus que les matchs en fin de saison vont devenir significatifs. Non? Mais c'est pas ça qu'on voit. Tu sais, parce que on Hmm. sait essentiellement là, du côté des deux conférences, l'identité de 6 des 7 équipes qui vont participer aux éliminatoires. Donc, en ajoutant des matchs, tu sais, ça rend pas la course aux éliminatoires plus électrisante. En fait, quand tu as moins de matchs, c'est là que tu sais, c'est plus serré, puis la fin de saison, selon moi, est plus divertissante que qu'est-ce qu'on assiste présentement. C'est comme je le dis la semaine dernière, il y avait plusieurs matchs tu sais, qui voulaient plus ou moins dire quelque chose au classement. C'est le cas cette semaine parce qu'on a une semaine de plus. En tout cas, c'est mon avis, Ouais. pas obligé de le partager, mais je sais pas. Moi, j'ai toujours trouvé le Non, calendrier de non. 16 matchs, c'était parfait. C'est 16 matchs, Moi, je 6 fais juste équipes par conférence qui participent aux éliminatoires. Je voulais juste peut-être y aller du contre-argument à ça, mais oui, je trouve moi aussi que c'est une longue saison, puis même, tu aurais pu ajouter les blessures. Je trouve qu'il y a plus de blessures, je sais Oui, pas, ben j'ai oui. pas de chiffres. Mhm. J'ai pas de chiffres là, à vous dire, c'est juste moi qui pense ça, c'est mes présomptions. Mais je trouve qu'il y a plus de blessures cette année, c'est peut-être dû au fait que le calendrier est plus long. Puis écoute, on raccourcira pas un calendrier, la NFL, là, le but c'est de jouer le plus de matchs possible, de faire le plus d'argent. Puis voilà. Puis toi, de ton côté, c'est quoi ta réaction excessive là, à l'approche de la dernière semaine? La fenêtre des Lions pour accéder au Super Bowl est bel et bien terminée. Didier, écoute, je te Hmm. ramène v'là 2 ans. Les Lions avaient une avance de 17 points à la mi-temps contre les 49ers lors du match de championnat, la finale d'association de l'association nationale. Et on a perdu ce match-là. Après le match, Dan Campbell avait dit, tu sais jamais quand tu retournes à ces matchs-là, il faut en profiter pendant que ça passe. Mais il avait peut-être raison parce que l'année passée, les Lions avaient terminé au premier rang dans l'association nationale, s'étaient fait éliminer lors de leur premier match contre les Commanders, on s'en souvient. Et là, c'est un peu l'apothéose de tout ça, le match contre les Vikings. Jared Goff
Je sais qu'il est quand même bon statistiquement, mais mon Dieu, que dans les grands matchs, je ne sais pas si les Lions vont gagner un jour quelque chose avec Jared Goff. 5 revirements contre les Vikings, 6 au total par les Lions. Je pense sincèrement que le départ de Ben Johnson y est pour quelque chose. J'espère que Dan Campbell va se trouver un coordinateur offensif aussi bon que Ben Johnson l'était, parce que, écoute, la perte de Ben Johnson, on se rend compte qu'elle est énorme. Les Lions n'ont jamais su trouver leur rythme, c'est mon avis, cette saison. Là, et c'est sûr, on a des blessés en fin de saison. Ça fait 2 ans même que la défense est amochée en fin de saison. Donc, je pense qu'avec Jared Goff au poste de corps, si la situation demeure la même, si c'est Dan Campbell qui appelle les jeux en attaque, je pense que la fenêtre des Lions pour participer au Super Bowl est bel et bien faite. Alors, on va devoir apporter des ajustements durant la saison morte. Le jeu au sol qui a complètement disparu en raison des blessés au niveau de la ligne à l'attaque. On l'a vu la semaine dernière. On a été incapable de courir avec le ballon du côté des Lions de Détroit. Donc, c'est ça. Les Lions sont une des équipes vraiment à surveiller, le genre de saison morte qu'on va connaître pour essayer de garder la fenêtre ouverte. Là. Toi, tu dis qu'elle est fermée. Ils vont essayer de la réouvrir durant la saison morte. Bref, on pourra en discuter. On va voir justement tout le reste de l'hiver, le printemps, pour parler de tout ça. Écoute, Marc-André, avant de parler justement là, de la 18e semaine d'activité, on va inviter les gens à s'abonner à nos réseaux sociaux également, à partager nos liens, nos publications, afin de faire grandir la popularité du podcast, bien sûr. Exactement. Si vous voulez nous écouter sur YouTube, via le sac du corps Didier Orméjuste sur YouTube, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner, c'est grandement apprécié. Si vous êtes sur YouTube, vous pourrez voir le cadre là, que je m'étais acheté pour me faire un fond de Saquon Barkley que j'ai reçu pendant le temps des fêtes, mais que je me suis dit, je vais tellement bien le centrer que ça va cacher, que ma grosse face va cacher le cadre. Là. Donc, c'est un échec de ma part. Vous pourriez voir mon échec en live sur YouTube. On est également sur Facebook, le Sac du Corps, également Instagram, le Sac du Corps également. On est sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts et partout où vous trouvez vos meilleurs podcasts, vous écoutez vos meilleurs podcasts. On est le 31, j'espère que vous allez faire de la route avec nous. Si oui, soyez prudents. Bonne année à tous. 2026. Écoute, on reçoit beaucoup de messages de plus en plus, puis ça, c'est grandement apprécié. Et je souhaite vraiment, pour ma part, une bonne année à tous les auditeurs là, du Sac du Corps. Oui, écoute, j'ai échangé là, des vœux de bonne année, de joyeuses fêtes au cours des derniers jours via les réseaux sociaux aux gens qui nous ont écrit, à certaines personnes, puis ben oui, moi je vais prendre l'opportunité également afin de souhaiter à tous les gens qui nous regardent, qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, les meilleurs vœux pour l'année 2026. Naturellement, on vous souhaite de la santé. Puis ben, après ça, vous allez vous occuper du reste. Si vous êtes en santé, c'est beaucoup plus facile afin de prendre soin de parents et amis. Puis on vous souhaite d'avoir un bon début de 2026. Exactement. Est-ce qu'on passe au scénario lors de cette semaine 18, là, les scénarios éliminatoires possibles? On a préparé un tableau, Guillaume, pour cette dernière semaine. Donc, les scénarios possibles. Bon, écoute, le premier rang n'est pas... Il y en a plusieurs. Pardon. Oui, dans l'association américaine, il y a encore 3 équipes qui peuvent accéder au premier rang. Les Broncos, avec une victoire, ils s'assurent du premier rang dans l'association. Il y a aussi les Jags. Et advenant une défaite des Broncos, là, il y a aussi les Patriots avec une victoire pourraient accéder au premier rang. Il y a aussi les Jaguars qui vont prendre... Ça va prendre des défaites des Pats et des Broncos. Il y a une victoire des Jaguars pour l'emporter. Bref, il n'y a rien de... On connaît les 7 équipes, ou à tout le moins 6 de cette équipe, comme tu le disais, Ravens ou Steelers vont terminer 4e. Mais écoute, ça peut changer là, les rangs, le classement en vue des éliminatoires. C'est quand même assez fascinant. Ouais, c'est vraiment tout est possible là, ou presque à quelques jours là, du début de la dernière semaine d'activité. Tu sais, les Jaguars peuvent finir premier comme ils peuvent terminer 6e, on le voit là. Ils ont toujours des possibilités pratiquement de terminer à toutes les positions, mis à part au 4e et au 7e rang. Si on regarde maintenant du côté de l'Association nationale de la NFC, ben également, tu regardes, les 49ers peuvent terminer premier, comme ils peuvent terminer 6e. Tout ça, c'est possible. Naturellement, on va devoir attendre là, les résultats de la dernière semaine d'activité. Ben, il n'y a rien de décidé encore. On connaît pas encore l'identité de la première tête des séries.
quelle équipe aura la semaine de congé du côté des deux associations? Ben, on faut juste patienter quelques jours afin de le savoir. Mais d'abord et avant tout, on ne sait toujours pas quelle équipe va terminer en tête de la section nord de l'AFC entre les Ravens et les Steelers. Hein? Exactement, les Ravens à 8-8 vont affronter les Steelers qui sont 9-7. Baltimore sur la route, favori par 3,5 au premier au livre. C'est un duel Didier entre deux équipes dont la base de partisans a voulu la tête de l'entraîneur-chef cette année. Et c'est encore le cas pour John Harbaugh et pour Mike Tomlin. Didier, comment t'entrevois ce match-là? Qui va remporter ce match-là? C'est quoi ton analyse de ces deux équipes-là? Deux équipes qui nous ont laissé sur notre appétit là, au cours de la saison, on va se le dire. Ouais, on a eu des questions également là, des gens concernant ces deux formations-là. Toutes les semaines, on reçoit des questions, je pense, concernant les Ravens et les Steelers de Pittsburgh. Écoute, on s'était affrontés. Bon, bien sûr, c'est la deuxième fois qu'on va jouer un contre l'autre. Mais moi, les Ravens de Baltimore, écoute, ça va passer par Derrick Henry, je crois. On n'a toujours pas confirmé si Lamar Jackson allait être en mesure de prendre part à la rencontre. On enregistre le podcast mercredi matin. Mais quelle performance à part de Derrick Henry la semaine dernière. Plus de 200 verges au sol. Il a inscrit 4 touchés. Il est maintenant rendu au 10e rang de l'histoire de la NFL au chapitre des verges au sol. Pour moi, Henry est le joueur le plus important de cette rencontre entre les Ravens et les Steelers. On va d'ailleurs y aller tout de suite dans les questions. Jérémy Ducharme sur Facebook. Yo les gars, yo. Premièrement, je vous souhaite à tous les deux une bonne année. Donc, ma question peut paraître idiote, mais il y a quand même eu un débat sur Internet et je veux trop connaître votre opinion. Avec les débords de Lamar Jackson et certainement il ne reviendra pas à 100%, songerez-vous à mettre Tyler Huntley comme titre de partant pour la dernière semaine, qui a démontré qu'il pouvait faire la job d'une certaine manière? C'est les performances de Derrick Henry qui va décider. Les Ravens feront les séries. Ben écoute, Jérémy Ducharme et Didier, vous partagez le même thinking, là, la même philosophie à ce niveau-là pour ce dernier match-là. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Didier? Est-ce que tu ferais, même si Lamar Jackson est en santé ou veut disputer la rencontre, toi, si tu es dans le vestiaire des Ravens, est-ce que tu dis, je suis peut-être mieux de faire jouer Tyler Huntley, qui est quand même bien paru lors du dernier match? Non, ça, c'est de la folie furieuse. Ça, c'est de la folie furieuse. Lamar Jackson est un des meilleurs joueurs de la NFL. Lorsqu'il est en santé, c'est un des meilleurs quart arrière. Il a 2 titres de joueur par excellence de la NFL. Mais non, c'est de la folie furieuse de penser que les Ravens auraient plus de chances de l'emporter avec Snoop Huntley, même si Lamar n'est pas à 100%. La question de savoir, ça va être quoi le plan de match? Si Lamar joue et il n'est pas à 100%, peu importe. Faut y aller avec Derrick Henry. Il doit être la pierre angulaire de l'attaque de Baltimore. Il l'a démontré la semaine dernière, la performance qu'il a eu, puis même il y a 2 semaines, contre les Patriots de Nouvelle-Angleterre. Si on avait remis le ballon à Henry au 4e quart, on aurait gagné ce match-là. Les Patriots étaient incapables de le ralentir. Alors, si Lamar est en santé, ben, il doit être à son poste. C'est un match éliminatoire essentiellement. Le gagnant va participer aux éliminatoires. Le perdant va regarder les éliminatoires à la maison. Alors, si Lamar est en santé, il doit être le carrière partant. J'ai juste hâte de voir si on va avoir une confirmation soit aujourd'hui ou demain afin de savoir s'il sera bel et bien à son poste contre les Steelers. Rappelez, c'est un match qui sera disputé dimanche soir. Donc, ça va être le fameux match du dimanche soir, le dernier match de la saison régulière de la NFL. Ouais. Une question de Régis Fortin via Facebook. Bonne année, mon cher Régis. Est-ce que, selon vous, Aaron Rodgers a racheté ses saisons de misère avec les Jets, avec ses performances cette année? Dans le sens que pourrait-il prendre sa retraite, l'esprit libre côté performance sur le terrain? Il était en santé cette année, parce que c'est ça, là, lorsqu'il était avec les Jets, on s'en souvient tous, lors de son premier départ dans l'uniforme de l'équipe new-yorkaise, il avait subi une déchirure au tendon d'Achille, ça a complètement annulé sa saison 2023. En 2024, il n'était pas à 100%. Là, on a vu, à la suite de cette blessure-là, cette année, on a vu un meilleur Aaron Rodgers de racheter, qu'est-ce qui est arrivé à New York? C'est arrivé à New York. On peut pas retourner dans le passé, comme on dit, le passé n'existe pas, mais au moins, il a connu une meilleure saison. Mais encore une fois, les Steelers doivent participer aux éliminatoires pour dire que cette expérience-là a fonctionné, si on peut dire. Là, il ne reste plus de receveurs du côté des Steelers de Pittsburgh. On en a parlé, toi et moi, dimanche soir, Marc-André. Sans DK Metcalf, il n'y a pas de receveur. La position de receveur éloignée, en fin de match, on était pris à cibler Valdez-Scantling. Là, on va affronter les Ravens de Baltimore. On sait, on a eu beaucoup d'ennuis cette année défensivement du côté des Ravens.
Mais je crois pas que les Steelers ont les effectifs, justement, afin d'exploiter les carences de l'unité défensive des Ravens de Baltimore. Moi, je choisis Baltimore pour l'emporter avec ou sans Lamar Jackson, parce que même défensivement, il y a des questions du côté des Steelers. On sait toujours pas si TJ Watt sera en mesure de jouer. On a vu les Steelers avoir énormément d'ennuis contre le jeu au sol par moment au cours de la saison régulière. Mais le fait qu'on n'a rien à la position de receveur, cette suspension-là à DK Metcalf, on dirait que ça va coûter la saison, du moins une participation en éliminatoire à Pittsburgh. Parce que DK Metcalf, lors du premier duel entre les deux équipes, avait obtenu 148 verges de gain sur réception. On l'avait vu dans les images, là, il avait connu un fort match. Puis, écoute, tu as parlé que la défense des Ravens est vulnérable contre la course. Elle est aussi vulnérable contre la passe. Elle a accordé le 8e plus haut total de verges dans la NFL. Le problème, c'est que tu en as parlé. On va avoir les effectifs. On a perdu également Darnell Washington qui s'est fracturé un bras, imagine-toi donc, contre les Browns de Cleveland. Ouais. Donc, moi aussi, je prends les Ravens pour l'emporter parce que je pense qu'on va manquer. On l'a vu contre les Browns. On n'avait déjà pas de punch à l'attaque du côté des Steelers. Je me questionne sur ce sera. Je pense sincèrement que ça va être le même scénario contre eux. Moi aussi, je prends les Ravens pour l'emporter. Vegas, les preneurs au livre semblent d'accord aussi parce que les Ravens sont favoris un petit peu. Que ce soit Lamar ou Huntley, moi, je pense même que les Ravens vont l'emporter quand même. Donc, les deux, on prend les Ravens. Ouais, les Panthers à 8-8. Ouais. Vas-y, Didier. Mais je veux dire, Marc-André, si c'est vraiment ça qui se produit, puis même si les Steelers gagnent le match, mais disons, là, les Ravens, ils les éliminent, ils terminent au premier rang de la section nord, donc les Steelers vont avoir raté les éliminatoires. Ça, c'est un pas de recul comparativement à l'année dernière, parce que la saison dernière, ils avaient participé aux éliminatoires. Puis là, l'équipe va être plus vieille d'1 an, parce qu'Aaron Rodgers va revenir l'année prochaine, on n'aura toujours pas de carrière. Donc, tous ces changements-là qu'on a fait durant la saison des Steelers de Pittsburgh, durant la saison morte, peut-être que ça va être pour rien. Parce qu'on va peut-être même pas participer aux éliminatoires, alors que c'est comme ça on avait pris l'attitude de qu'on met nos jetons au milieu de la table, on va amener des vétérans, dont Aaron Rodgers, puis ça va nous permettre justement de connaître du succès. Là, finalement, peut-être qu'on va être pire, on va se retrouver dans une situation pire qu'à pareille date la saison dernière. Ou disons qu'on fait les éliminatoires là, comme l'année dernière. On a été incapable lors des dernières années de remporter un match éliminatoire. Puis écoute, tout porte à croire, tous en ligne pour que le scénario se répète encore une fois cette saison. Puis il va y avoir de la grogne, d'après moi, à Pittsburgh au terme de la saison, peu certain, importe ce qui arrive. Peu importe le parcours des Steelers, c'est mon avis. Les Panthers à 8-8 vont affronter les Buccaneers qui sont 7-9. Tampa Bay favori par 2,5 au preneur au livre. On a une question de Julien Labelle, 99-13 sur Facebook. Est-ce que vous croyez que c'est la fin pour Bryce Young? Du moins, il faudrait amener de la compétition pour le faire améliorer ou le remplacer. L'attaque est trop prévisible. Alors, qu'est-ce que tu penses de Bryce Young? Est-ce que c'est la fin pour lui en Caroline, Didier? Je crois pas que ce soit la fin, surtout que si les Panthers sont en mesure de participer aux éliminatoires, ça va être la première fois qu'ils mènent la Caroline à une participation au match d'après-saison. Je comprends la question de Julien, parce que c'est inquiétant. La semaine dernière, seulement 54 verges par la passe pour Bryce Young. On parle de moins de 100 verges. Là. Puis même, pendant la grande majorité de ses départs cette année, il a passé pour moins de 200 verges. Donc, on parle de carrière qui a été le tout premier choix du repêchage il y a quelques années. Il nous confirme que c'est limité qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il s'est amélioré comparativement à son début de carrière? Oui, absolument. Mais d'une semaine à l'autre, on n'a aucune idée de quel genre de performance l'attaque aérienne et Bryce Young va offrir en Caroline. C'est la raison pour laquelle, du côté des Panthers, on est imprévisible, l'équipe en général. Une semaine, on gagne. L'autre semaine, on perd. Une semaine, on gagne. L'autre semaine, on perd. Alors, c'est ça. C'est à l'image des performances de Bryce Young. Malgré tout, je vais choisir les Panthers pour l'emporter. Parce que je ne sais pas que ce t'en parle. Moi, les Buccaneers m'inquiètent. La semaine dernière, Baker Mayfield a amassé 346 verges par la passe, mais il a été victime de 3 revirements. Défensivement, la tertiaire de Tampa Bay, c'est une vraie passoire. On est capable d'appliquer de la pression sur les carrières adverses, alors qu'au moins la semaine dernière, en première demi, contre les Seahawks, j'ai vu le front de la défense des Panthers à Caroline appliquer de la pression sur Sam Darnold, même avoir quelques succès contre le jeu au sol. Au bout du compte, Zach Charbonnet a gagné plus de 100 verges. Mais je crois que défensivement, on est beaucoup plus stable du côté de la Caroline. C'est la raison pour laquelle je vais choisir les Panthers afin de l'emporter. Mais je suis vraiment pas convaincu de ça parce que, comme je viens de le dire, on n'a aucune idée
de qu'est-ce que l'attaque aérienne de la Caroline va nous offrir avec Bryce Young au poste de quart. Est-ce qu'on pourra profiter de cette mauvaise tertiaire des Buccaneers? Ben ça reste à voir. Écoute, on pensait que ce match-là allait être pour le titre dans la division sud là, de l'association nationale. Ben, il y a un petit twist, là, comme dans tout bon sitcom ou comme dans toute bonne série télé. Si les Falcons, Didier, Hmm. gagnent contre les Saints, ben, les Panthers sont automatiquement qualifiés pour les éliminatoires. Les Bucks n'ont même pas leur Oui, sort entre leurs mains. Imagine, à la suite de leur défaite de la semaine dernière. Ça, c'est intéressant. Donc, si les Falcons battent les Saints, il va y avoir une triple égalité, il va avoir une triple égalité, oui. Même si les Buccaneers gagnent, il va y avoir une triple égalité au sommet de la division. Puis c'est les Panthers qui ont bris d'égalité. Donc, avec une victoire des Falcons, les Panthers sont automatiquement qualifiés, imagine-toi donc. Euh, Baker Mayfield, j'ai des petites ouais. Donc le statistiques pour match toi, Didier, pourrait ne lors des 9 vouloir rien dire, tu sais. pourrait ne vouloir rien dire. Les Falcons là, Ouais. peuvent jouer les troubles fêtes, comme on dit, même pas dans leur match qu'ils jouent. Je sais pas comment, même pas dans leur propre match, ils peuvent décider du sort de deux autres équipes. C'est quand même assez fascinant. J'ai des statistiques de Baker Mayfield pour toi. Lors des 9 premiers matchs, moyenne de 243 verges, il était en route pour 16 passes de toucher de moyenne et 2 interceptions. On parlait même de lui comme candidat au titre de joueur par excellence. Mais depuis, moyenne de 185 verges, 9 passes de toucher contre 8 interceptions. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant dans son cas, c'est les interceptions. Et c'est ça qui est arrivé dans le premier match entre les deux équipes, le premier duel. Tu te souviens, Baker Mayfield était sur le point d'orchestrer une remontée au quatrième quart, a été victime d'une interception tard au quatrième quart. Ça Ouais. a permis aux Manque de Panthers de communication l'emporter avec Mike 23-20. Evans. Ouais. Exactement, exactement. Et les Buccaneers sont 0-8 quand Baker Mayfield lance une interception. Donc, ce sera vraiment important pour les Buccaneers de prendre soin du ballon, de le cajoler, de le dorloter là, et de ne pas commettre de revirement surtout. Euh, moi, je prends les Buccaneers à domicile pour l'emporter. Il me semble que ça fait 8 semaines que je prends les Buccaneers puis qu'ils perdent. Parce que c'est l'équipe à domicile, parce que sur papier, c'est la meilleure équipe. Euh, Puis aussi le fait que les Panthers sont 0-5 à Tampa Bay depuis 2020, pardon. Donc, lors des 5 dernières années, ils n'ont pas remporté de match au domicile des Buccaneers. Je prends les Bucks, mais je suis vraiment pas convaincu. Non, ben, je comprends pas être convaincu parce que justement, on a préparé un tableau sur les Buccaneers de Tampa Bay sur leur fin de saison qui est pratiquement désastreuse. Je dis pratiquement parce que bon, on peut sauver les meubles en gagnant le match contre les Panthers à Caroline potentiellement et tout de même participer aux éliminatoires. Mais regarde-moi ça, les fiches là, des pires fiches de la NFL depuis la semaine 10. Ben, on voit là, les Cardinals, aucune victoire, 8 défaites, c'est la même chose pour les Raiders. Les Bucks, 1-7 à leurs 8 derniers matchs. Imagine-toi, là. On est donc Wow. parmi les pires équipes de la NFL en deuxième moitié de saison, après avoir connu un bon début de saison du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Puis, on n'a pas d'excuses. Tous les blessés sont revenus au jeu, tu sais. Que ce soit Mike Evans, Bucky Irving et compagnie. Tristan Wirfs, le bloqueur à gauche, on l'a perdu lors du camp d'entraînement. Sa saison était terminée avant même qu'elle commence. Donc, on a des ennuis également au niveau de la ligne à l'attaque du côté des Bucks. J'ai confiance que les Panthers, au moins avec leur attaque au sol, il y a ça qui est stable du côté de la Caroline. Puis on connaît notre identité là, du côté de Dave Canales. Je pense qu'il réalise à quel point ben c'est ça, l'attaque aérienne est limitée. Écoute, la semaine dernière, Bryce Young a complété aucune passe Marc-André qui a voyagé plus de 5 verges dans les airs. Pense à ça, là. À ce calibre-là. Donc, malgré tout, je vais choisir les Panthers parce que les Buccaneers ont vraiment l'air d'être une équipe en chute libre, comme on vient de l'illustrer sur le tableau avec seulement une victoire à leurs 8 derniers matchs. Je pense que du côté des Panthers, on est satisfait de la saison, de la fiche qu'on a là. Je pense que c'est une belle progression. On ne s'attendait peut-être pas à être rendu aussi rapidement où l'on est en ce moment. Écoute, moi, je pensais pas que les Panthers allaient être passés même proche des 8 victoires cette année. Je pense que on a une progression en Caroline, mais il nous manque beaucoup d'éléments, là. On est quand même une équipe, on est une bonne petite équipe, comme on dit, mais on n'est pas une grande équipe. Les Buccaneers ont des joueurs plus talentueux, mais écoute, Didier, j'ai envie de te lancer en terminant là-dessus. Gagne ou perd les Bucks, là. Todd Bowles, son siège, il est en danger, là, non?
Ouais, ça mérite d'avoir une conversation. Personnellement, bon, je crois pas que Todd Bowles devrait être congédié, même si les Buccaneers participent pas aux éliminatoires. Il est en mesure de remporter le championnat de la division lors des dernières années. Mais tu vois, c'est la pire division de la NFL. Tu sais, à tous les ans, là, regarde, là, on pourrait peut-être terminer en tête. On pourrait peut-être avoir un champion de la division avec une fiche perdante, imagine-toi. Mais ouais, ça vaut la peine d'avoir la conversation parce que, ben, comme je viens de le dire, il n'y a rien qui fonctionne du côté des Bucks depuis la mi-saison. Non, je crois que c'est valable, là, ces questions-là, du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Mais encore une fois, l'autre question, c'est par qui on va le remplacer. Tu sais, ça en vient toujours à ça. Il faut faire attention, là, parce on pourrait se retrouver avec un entraîneur-chef qui est beaucoup plus pire que Todd Bowles. Moi, personnellement, je lui donnerais le bénéfice du doute, mais si on y va d'un changement du côté des Bucks et qu'on ne participe pas aux éliminatoires, écoute, je pourrais comprendre pourquoi là, on décide d'y aller de ce changement-là, de changement au poste d'entraîneur-chef du côté de Tampa Bay. Donc, toi, les Panthers, moi, les Bucks, on va pouvoir se texter Mhm. lors de ce match-là. Les Seahawks à 13-3 vont affronter les 49ers à 12-4. Seattle, favori par 1,5 au preneur au livre, sur la route. Mhm. Évidemment, le gagnant de ce match-là va remporter va être classé premier, va terminer au premier rang dans l'association nationale. Et le perdant, Didier, ça c'est intéressant, va terminer cinquième au sixième, va donc amorcer les éliminatoires sur la route. Imagine-toi donc, avec une fiche de la sorte. J'ai envie de te lancer sur le fait que c'est le jour de la marmotte, là. Pas le film avec Bill Murray, mais c'est le jour de la marmotte pour Sam Darnold, Didier. Pour une deuxième année de suite, il va jouer un match. Il pourrait s'assurer du premier rang dans l'association nationale lors de la semaine numéro 18 avec, on sait comment ça s'est terminé l'année dernière là, face aux Lions lors de la semaine 18 alors qu'il était avec les Vikings, défaite de 31-9. Il a complété 44% de ses passes, voyait des fantômes, 166 verges de gains par la passe. Mais encore là, est-ce que Sam Darnold, là, c'est le même scénario que l'année dernière? Est-ce qu'il peut se racheter? Est-ce qu'il peut offrir une belle performance? Est-ce qu'il peut permettre maintenant aux Seahawks de terminer au Mhm. premier rang dans l'association nationale? Ouais, parce que bon, tu sais, Sam Darnold, les Seahawks connaissent une bonne séquence, mais c'est pas comme si Darnold jouait très bien, là. D'ailleurs, à ses 8 derniers matchs, Marc-André, c'est 9 passes de toucher et 9 interceptions pour Sam Darnold. Tu sais, puis il connaît des lents débuts de rencontre. Même la semaine dernière en Caroline contre les Panthers, tu sais, ça allait pas bien en début de match. Comme je le disais tout à l'heure, tu sais, le front de la défense de la Caroline avait été en mesure d'appliquer de la pression sur lui. Le jeu au sol, pour moi, des Seahawks, on va devoir être en mesure de connaître du succès en courant avec le ballon. Zach Charbonnet a amassé plus de 100 verges au sol. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai toujours pas confiance. Je suis toujours pas convaincu de Sam Darnold. On parle d'un match important qui va être regardé. Là, la rencontre va avoir lieu samedi. Donc, ben des gens vont regarder ce match-là. Puis généralement, Darnold est pas à son mieux. Donc, si on peut lui donner un coup de main avec l'attaque au sol, je pense que ça l'aiderait. Mais il est chanceux d'affronter les Niners, parce qu'on l'a vu, là, la semaine dernière, c'était un match de fou que les 49ers ont livré aux Bears de Chicago. Ben, on a vu les faiblesses de la défense des Niners. Encore une fois, tu sais, la majorité de la ligne défensive des 49ers est sur la liste des blessés. On n'a pas de chasseur de quart. Donc, les Niners sont pas équipés pour déranger Sam Darnold et appliquer une pression constante. C'est la raison pour laquelle je vais choisir les Seahawks afin de gagner ce match-là, d'aller, oui, au Levi Stadium et de vaincre leurs rivaux de section. Wow! Wow, 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 j'aime ça, j'aime ça. Moi, j'ai pris les 49ers, malgré la défense. Je sais qu'elle a accordé en Hmm. moyenne 235 verges par la passe. C'est le huitième plus haut total au cours du dernier mois. Je sais qu'on est amoché. Je trouve que Brock Purdy joue de l'excellent football. En fait, Brock Purdy, Didier, il est en feu. Il a lancé 11 passes de toucher, une moyenne de près de 300 verges à ses 3 derniers matchs. L'attaque marque en moyenne 39 points par match depuis la semaine numéro 15. Je pense qu'on est l'attaque la plus explosive. On a Christian McCaffrey dans notre formation. C'est le meilleur joueur des deux équipes. Euh, Écoute, moi, j'ai pris les 49ers là-dessus pour l'emporter à domicile. Sais-tu quoi? Les 49ers, Didier, s'ils remportent ce match-là, vont terminer au premier rang et pourraient ne jamais quitter San Francisco tout au long des éliminatoires, même au Ouais, Super Bowl, parce qu'on sait que le Super Bowl va être au Levi Stadium. Donc, on pourrait être quoi, ouais, à j'ai peu vu près un ça. mois et demi à domicile. Donc, je pense que ça, c'est une source de motivation, on veut pas pour l'équipe. Donc, je prends les Niners pour l'emporter. Ça va être la défense des Seahawks contre l'attaque des Niners. Ça va revenir à ça. Puis je pense que l'attaque des Niners fait flèche de tout bois. Je pense qu'elle va avoir l'ascendant dans ce match-là.
Ah, moi, j'endosse pas les équipes avec des mauvaises défenses. Moi, je refuse de faire ça. Puis, on l'a vu là, du côté des Niners, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de chasseur de quart, on a des ennuis afin de déranger les carrières adverses. Puis les Seahawks, ben, ils connaissent bien les Niners. On s'affronte à tous les ans, 2 fois par année. Puis la défense des Seahawks, elle est bien meilleure que celle des Bears de Chicago. Là. Je sais, ça a été tout un spectacle. Tu as parlé de la performance de Brock Purdy qui a été magistrale lors de ce match-là. Mais je pense que les Seahawks peuvent être en mesure de ralentir l'attaque des Niners. En tout cas, une chose est certaine, il y a le demi de coin Diomodore le Noir qui a pas froid aux yeux cette semaine. Je sais pas si tu l'as vu lorsqu'on on l'a interviewé après le premier entraînement de la semaine des Seahawks. Lui, il a dit qu'il veut affronter Jackson Smith et Njigba. Il a dit, j'espère qu'on va jouer de la couverture Bon, homme à homme. Laissez-le moi. Je veux l'affronter. Alors, ça va être une confrontation à surveiller entre Diomodore le Noir et Jackson Smith et Njigba lors de ce match important. Didier Orméjus qui endosse pas les mauvaises défenses. Là. Ça vient d'un joueur défensif. Là. Non. Faut pas l'oublier. Et voilà. Mais j'avais raison à propos de la défense des Bears. Tout au long de la saison, j'avais dit, cette défense est secrètement mauvaise. On l'a vu malgré l'interception pour un toucher de TJ Ward lors du tout premier jeu du match. Mais quand même, on a été incapable par la suite de ralentir l'attaque des Niners. Là. Donc ça va être quelque Parfois, chose à surveiller en éliminatoire. Il faut garder ça en tête du côté de l'unité défensive de Chicago. parfois, un festival offensif, ça fait plaisir aussi. Là. Je veux dire, c'était Ouais, tout ouais, un non, c'est match. divertissant, on s'entend. Ouais, exact. Ouais, ouais, Exact. écoute. Tu sais, les Bears auraient pu gagner, là, tu sais, Caleb Williams. Le dernier jeu, là, la passe incomplète, s'il avait une fraction de seconde de plus, Marc-André, il était sous pression, mais la passe était là, le receveur était libre. Là, il n'a pas été en mesure de mettre assez de force sur le ballon, sur sa passe, étant donné qu'il reculait et qu'il se faisait frapper au niveau de ses jambes. Mais il a passé bien près là, de réussir un autre miracle là, à la fin du quatrième quart, Williams. À Luther Burden, en plus, la passe. Là. Je gagnais mon championnat fantasy s'il captait cette passe-là. Bref, non, on s'en Écoute, j'ai encore, ça me fait encore mal. En rafale maintenant, Cette les Colts. défaite-là, ouais. Ouais. En Mais, rafale, les mais Colts. t'as gagné dans Oui, ton autre ligue. T'as oui, gagné dans oui. ton autre ligue. J'ai Ah, participé, j'ai participé à 3 carrés d'as quand même. Là. 3 demi-finales et 2 finales. Donc, écoute, je m'écoute. Hein. Vous pensez que tu sais, je fais des conseils fantasy pour vous, chers auditeurs, mais je les fais aussi pour moi. Je fais des recherches pour moi-même. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Bref. Luther Burden ça a connu vraiment tout un match, mais écoute, on en reparlera une autre fois. Les Colts à 8-8 vont affronter les Texans qui sont 11-5. Je te rappelle qu'on est en rafale. Houston favori par 10,5 au preneur au livre. Évidemment, les Colts une fin de saison en queue de poisson. On ne sait pas encore si ce sera Philip Rivers ou Riley Leonard, pardon, qui vont amorcer la rencontre du ouais, ça côté a des été Colts. confirmé finalement. Ah, ça a été contre. J'ai pas vu. Ouais, Les ben, fêtes, ben, là. est-ce que ça a été confirmé? Il me semble que j'ai vu ça passer. Que ça allait être Riley Leonard. Puis les commentaires de Philip Rivers, il parlait comme un gars qui avait joué son dernier match. Écoute, là, c'était peut-être pas confirmé, mais il me semble que j'ai vu ça passer. Que ça allait être Ah, Riley expected to Leonard qui allait start. obtenir le Ouais. départ. C'est ça, ça fait du ESPN, ouais. sens. Écoute, faut l'évaluer, sa carrière recrue. Là, on va pas participer aux éliminatoires, on est officiellement éliminé du côté des Colts. C'est la chose à faire, là, d'envoyer Leonard dans le mêlée. Et c'est la raison pour laquelle je vais choisir les Texans de Houston. Riley Leonard face à la brillante défense des Texans. De moi, la défense des Texans. Mais pour ce match-là, une chose qui va être importante, si on utilise CJ Stroud, il n'a pas nécessairement bien joué la semaine dernière. Moi, j'aimerais savoir, je ne sais pas c'est quoi le temps de jeu qu'on va lui donner, si on va traiter ça comme un match préparatoire. Mais tu sais, s'il peut mettre sur pied 2 bonnes séquences, puis là, qui se termine avec des touchés, puis après ça, je le retirais du match. Parce que c'est ça, là, je n'ai pas trouvé qu'il a bien joué la semaine dernière. Là, tout est en place pour qu'ils connaissent un meilleur match parce qu'on n'aura pas Sauce Gardner, pas Javarius Ward. On est des blessés dans la tertiaire là, des Colts. Je pense que CJ Stroud, si vous jouez au niveau fantasy lors de votre semaine 18, ça pourrait être quand même être un départ intéressant, bien mal pris. Écoute, Didier, les Texans ont signé 8 victoires de suite. Les Colts ont 6 défaites consécutives. Je pense que ces 2 séquences-là vont se poursuivre. Donc, moi aussi, je prends les Texans pour l'emporter. Les Cowboys à 7, 8 et 1 vont affronter les Giants 3 et 13. Dallas favori par 3,5 sur la route. On a une question de Adam Wardani 5587 sur YouTube. Bonne année les gars, bonne année Adam. Est-ce que les Giants devraient
repêcher un quart ou rester avec Jackson Dart? Ouais, ben là, on peut pas commencer à repêcher un carrière à toutes les années. Non. Là. On vient de repêcher Dart en première ronde. Faut démontrer un minimum de patience, là, au moins, du côté de l'organisation des Giants. Par contre, Jackson Dart, oui, on a gagné la semaine dernière. Bon, c'était contre les Raiders. En plus de ça, l'équipe B des Raiders. Euh, et puis, ça a été une première victoire de Mike Kafka à la barre des Giants de New York. Mais moi, je vois pas de progression en tant que passeur de la part de Jackson Dart. T'sais, moi, c'est ça qui m'inquiète, là. Je sais que bon, il y a un changement d'entraîneur, un changement de coordonnateur, mais c'est ça. Oui, l'amélioration de Jackson Dart avec son bras. Encore une fois, la majorité des gros jeux qu'il a réussi contre les Raiders, c'était avec ses jambes. Alors, c'est ça. Ben, comme j'ai de dire, on peut repêcher en carrière à tous les ans. Je continuerai avec Jackson Dart. On va voir si le DG Joe Shane va être de retour. Mais bref, j'ai beaucoup de questions là, concernant Jackson Dart toujours. Ça pour dire, je choisis les Cowboys afin de gagner, malgré le fait que les Cowboys ont libéré Trevon Diggs, leur demi-coin partant. C'est bizarre là, de libérer alors qu'il restait juste un match. Tu sais quoi, il ne pouvait pas le garder pour un autre match. Dallas, mais apparemment, lui, il n'était pas content. Là. Il vient de la région de Washington. Il voulait rester à Washington pour passer du temps avec ses parents et amis. Et puis, Brian Schottenheimer, l'entraîneur-chef des Cowboys, a pas voulu lui donner la permission, justement, de rester à Washington après la rencontre. Alors, il n'était pas content. Puis finalement, ben, on a décidé de le libérer afin de lui permettre peut-être là, d'être mis sous contrat par une équipe, ce qui devient un joueur autonome. Lors de la semaine numéro 2, tu te souviens, on avait assisté à un festival offensif 40-37 en prolongation, victoire des Cowboys sur les Giants. Ouais. C'était Russell Wilson au poste de 485 quart. verges par la passe par Russell, c'est ça, ouais. On avait plus de 2 1000 semaines plus verges tard, d'attaque. on l'a remplacé par Dart. Ouais. On avait plus de 1000 verges d'attaque entre ces deux équipes-là. Je pense pas que ça sera un match aussi semblable. Moi aussi, je prends les Cowboys pour l'emporter parce qu'on a une meilleure équipe, on a une meilleure attaque. Et tu parlais de Jackson Dart, je voulais juste ajouter que des fois, ça peut se travailler, là, ces qualités de passeur-là. Je me souviens, tu sais, on a toujours l'exemple de Josh Ah Allen en oui, début de oui. carrière et même Lamar Jackson. Là. Je veux pas comparer Jackson Dart à Lamar Jackson, mais il a quand même les mêmes habiletés, les mêmes atouts, les jambes. Il peut se libérer dans la pochette, créer des choses. Écoute, ça peut se travailler. Moi aussi, je pense personnellement qu'on devrait continuer avec Jackson Dart. Il a démontré quand même de belles choses. Il a démontré aussi beaucoup de caractère, beaucoup de leadership. Puis ça, je pense que ça fait des petits euh, au sein d'une équipe. Donc, moi aussi, je prends les Cowboys pour l'emporter pour en revenir au match. Voilà. Les Browns, à 4-12, vont affronter les Bengals qui sont 6-10. Cincinnati, favori par 7,5 au preneur au livre. On se fout pas mal du match de cette bataille de l'Ohio. Didier, ce qu'on veut, on veut surveiller Myles Garrett, qui est à un sac du record dans la NFL en une saison. Il pourra y parvenir contre Joe Burrow et les Bengals. Ouais, c'est la seule chose à surveiller hein, lors de ce match-là. Là. Vraiment, est-ce que Garrett sera en mesure de battre le record? Il y a 3 semaines, c'était une formalité, on se disait, puis là, il l'a toujours pas battu. Puis il reste juste un match à sa saison régulière, donc j'espère qu'il sera en mesure de le faire. Il semble que c'est Joe Flacco qui va être au poste de quart Ah, pour ah les bon? Bengals. Puis si c'est le cas, ça va être drôle parce que lors de la première semaine d'activité, ben, il avait affronté les Bengals alors qu'il portait les couleurs des Browns de Cleveland. Là, on va boucler la boucle, Marc-André. Il va affronter les Browns. Ben, il va être le carrière partant des Bengals de Cincinnati. Alors, ça vaut pas la peine de courir le risque de perdre Joe Burrow ou ce que Burrow subisse une blessure. Alors, moi, je choisis les Bengals, même avec Joe Flacco au poste de quart. Écoute, il avait bien joué. Euh, lorsqu'il s'était joué à Cincinnati. Là, ça va être son match revanche contre les Browns en plus de ça. Donc, je pense qu'il va avoir le déçu sur Cheddar. Difficile avec les fêtes, Didier, de rester au courant, là, d'avoir toutes les mises à jour sur les équipes. Je suis désolé. Là. Oui, c'est vrai que Joe Flacco va amorcer le match. Je n'avais pas vu, malheureusement. Désolé. Ah ben, c'est J'ai pas grave. marqué J'ai marqué Shedeur Sanders, 4 matchs de suite avec une interception. Je trouve qu'il joue quand même. Je sais qu'il y a des défenseurs là, de Shedeur Sanders dans l'univers, là, mais j'ai trouvé qu'il joue quand même. Je ne sais pas à long terme si c'est une solution viable pour les Browns. Lors du dernier match contre les Steelers, on a vu l'interception qu'il a lancée là, dans les mains pour le pied arrière. Il n'a pas voulu prendre un sac. Il aurait probablement dû prendre un sac. J'ai hâte de voir
si face à une défense assez poreuse des Bengals qui joue mieux, mais qui est quand même assez poreuse, s'il va pouvoir peut-être améliorer ses statistiques en vue de la fin de saison. Mais j'ai beaucoup de questions chez Shedeur Sanders. Je pense que les Browns, là, on va assurément essayer de se trouver une autre carrière pour la prochaine saison. Pas qu'on en avait 6, mais on en avait Ah, moi, je pense pas pas. 6. Non? Ah ouais, mais moi je pense pas. Premièrement, bon, l'audition va se poursuivre pour Shedeur, tu sais, ça demeure un match de saison régulière qui va être joué, puis c'est le cas pour plusieurs autres joueurs à travers la NFL. Là, c'est vrai. Pour eux, ce sont des matchs importants, peu importe ce que nous on en pense. Mais moi j'ai aimé ce que j'ai vu de Shedeur depuis qu'il est carrière partant. Bon, comme tu as dit, il y a des lacunes, mais en demeure pas moins que c'est un joueur recru quand même. C'est pas lui le partant au début de la saison, mais je pense qu'il en a assez démontré pour prendre une chance avec lui l'année prochaine, amener un vétéran carrière, si on peut en trouver un, pour être son réserviste derrière lui. Mais faut mieux l'entourer. La ligne attaque des Browns, Marc-André, elle est atroce. On n'a pas de receveur de passe. Tu sais comme moi, Jerry Jeudy, il est pas fiable, il échappe des passes. Il y a Isaiah Bond, le receveur recru, bon, qui semblait être intriguant. Fannon s'est blessé. Encore une fois, la semaine dernière, il a marqué un touché, puis là, il s'est blessé. Donc, si on pouvait mieux l'entourer, moi, je serais intrigué de voir l'année prochaine le genre de performance que Shedeur pourrait offrir. Parce qu'encore une fois, je le répète, c'est pas une grande cuvée de carrière là, qui s'en vient. Donc, tu sais, des carrières de 40 ans qui vont sortir de la retraite, peut-être qu'on va en voir d'autres, là, en plus de Philip Rivers la saison prochaine. Cedric Tillman aussi, tout le temps blessé, mais on a vu des beaux flashs lorsqu'il est sur le terrain. Mais c'est drôle hein, à quel point la ligne à l'attaque des Browns est passée d'une force il y a quelques années, il y a quoi, 3 ou 4 ans, à vraiment une des faiblesses. C'est une des meilleures de la NFL. Exactement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoute, on a perdu des joueurs via le marché des joueurs autonomes. Bref, c'est quand même assez fascinant. Puis écoute, je pense même qu'on a quand même des éléments en place. Le Quinton Judkins, bon, il est blessé. Je pense pas qu'il sera peut-être pas prêt pour le début de la dernière saison. C'est une grave blessure hein, qu'il a subie en plus, mais ouais. Mais il avait démontré des belles choses. Derrière une ligne à l'attaque décente, là, peut-être qu'il nous aura offert de meilleures performances encore. On a des choses en place côté des Browns, mais écoute, on est encore loin comme on dit, il est encore loin de la coupe aux lèvres. Là. Moi, je prends les Bengals pour l'emporter pour revenir au match. On est supposé être en rafale. Hein? Donc, je prends les Bengals pour l'emporter dans ce match-là, dans cette tranche de la bataille de l'Ohio. Les Saints à 6 et 10 vont affronter les Falcons à 7 et 9. Atlanta favori par 3,5 au preneur au livre. Les Saints ont remporté leurs 4 derniers matchs. Didier, là, les Falcons, lorsqu'on les croit à terre, lorsqu'on les croit abattus, ils nous offrent une performance comme cette semaine, comme lundi dernier face aux Rams. Écoute, je ne sais pas quoi penser des Falcons, Didier. Ben, moi, je sais de pas tomber dans le panneau. C'est ça que je pense des Falcons. C'est pas quoi penser. Ben, moi, je pense qu'il faut pas tomber dans le panneau. Puis là, ils vont perdre contre les Saints. C'est ça qui va arriver, parce que tu viens de dire. Lorsqu'on pense que ça va mal du côté des Falcons, une belle performance contre une équipe de qualité, là. Tu sais, pense-y, cette année, ils viennent de battre les Rams, ils ont battu les Bills plus tôt au cours de la saison régulière. Tombe pas dans le panneau, OK? Je sais pas encore qui tu vas choisir. Moi, je choisis les Saints. Je vais pas me faire avoir par les Falcons. Puis j'ai hâte de voir, là, après la conclusion de la saison régulière, qu'est-ce qu'on va faire à Atlanta, Marc-André? Parce que en 2019, les Falcons, tu sais, l'entraîneur-chef était Dan Quinn, le DG était Thomas Dimitroff. Puis, ils avaient gagné leurs 4 derniers matchs de la saison régulière. Puis là, ça avait fait en sorte qu'Atlanta s'était dit « Ah, ben, on vient de générer du momentum en vue de la prochaine saison. » Là, on a décidé de ramener Quinn et Dimitrov. Résultat, ils ont commencé la saison 2020 0-5 et ils ont été congédiés. Puis là, je me demande si c'est pas l'histoire qui se répète du côté des Falcons. On connaît un certain succès en fait de saison régulière. Là, est-ce qu'on va opter pour le statu quo? Puis là, essayer de ramener tout le monde. Puis là, ramener tout le monde pour avoir une mauvaise saison 2026. C'est quelque chose à surveiller. Puis les Falcons, on dirait année après année, ils jouent leur meilleur football une fois qu'ils sont éliminés. Puis là, c'est la même histoire qui se répète. Ça pour dire, moi, c'est ça pareil. Mais moi, je choisis les Saints et Tyler Shock. Les Saints sont une des équipes de l'heure. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs. Shock joue bien. Alors, je choisis la Nouvelle-Orléans et Tyler Shock pour l'emporter. Je vais pas me faire avoir par les Falcons. À la table, là, du réveillon des Falcons, j'ose espérer que le premier à aller chercher à avoir son assiette, à se servir dans le buffet, ce sera Bijan Robinson encore une fois contre les Saints.
parce qu'on a vu que la stratégie fonctionne. Enfin, on lui donne le ballon. Enfin, on lui fait confiance. Moi, je prends les Falcons. Je tombe dans le panneau, Didier, cette semaine. Je Ah prends les non, fais pas Falcons à ça. domicile. Prends les Falcons à domicile. J'aurais peut-être pas dû écouter tout le match là, lundi contre les Rams. On dirait qu'ils m'ont impressionné. Écoute, il faut remettre le ballon à Bijan Robinson. C'est le meilleur joueur des deux formations. Mhm. Prends les Falcons pour l'emporter. Ils vont terminer à la saison avec une fiche de 8-9. Donc, ce sera Quelle quand drôle même. d'équipe, hein, les Falcons. Là, Quelle drôle en tout d'équipe. Ils cas, sont tellement, tu sais, ils ont du ouais. talent en plus. C'est ça qui est frustrant. Moi, c'est ça qui me frustre, les Falcons. C'est une équipe qui a du talent en toutes les positions. Puis année après année, Puis on, c'est la même chose. Mais bon. puis on a amélioré la défense. On a vu ce que Bates peut faire dans la tertiaire. On a été chercher des chasseurs de corps qui ont connu une bonne première saison, même une excellente première saison. Ouais. Ben Je sais oui. pas ce qui se Xavier passe. Je sais Watts pas. également. Ouais, je sais pas ce qui se Je sais passe. pas, c'est drôle comme équipe, ça. C'est vraiment drôle, mais en tout cas. Les Packers à 9-6-1 vont affronter les Vikings à 8-8. Minnesota, hein, favori par 6,5 au preneur au livre à Mhm. domicile. Ça veut dire que les Packers, on va reposer beaucoup de joueurs. On va se concentrer à être en santé pour notre premier match éliminatoire qui sera assurément sur la route. J'ai une petite stat pour toi, Didier. Depuis la perte de Micah Parsons, les Packers, la défense, a accordé 400 verges en moyenne en 2 matchs. Mm. Et je prends les Vikings pour l'emporter dans ce match-là aussi. Écoute, Didier, les Vikings vont terminer la saison 9-8. Lorsqu'on va analyser les divisions là, à l'aube de la prochaine saison, on va se dire, mon Dieu, les Vikings ont terminé 9-8, puis on a chialé sur le quart, sur l'identité du quart, sur McCarthy toute la saison. Puis ils ont terminé avec une fiche au-dessus de 500. On va faire comme, ben, coudonc. C'est ça qui va arriver parce que les Vikings vont l'emporter. Ben, les Vikings ont une bonne équipe. On sait, l'année dernière, ils avaient une des meilleures fiches de la NFL en saison régulière. Ben, c'est ça, c'est la position de carrière qui retient cette équipe-là. Mais ça sera tout un exploit là, avec tout ce qui s'est passé là, au poste de carrière durant la saison. Si on peut terminer avec une fiche de 9 et 8, ça sera un exploit selon moi là, du côté des Vikings du Minnesota. Choisir le Minnesota pour l'emporter. Il semble que c'est Clayton Toon qui sera au poste de quart du côté des Packers. On va reposer des joueurs. Puis bon, les Vikings ont une bonne défense hein, avec le coordinateur Brian Flores. On va faire la vidéo à Clayton Toon. Donc, on sera en mesure de terminer avec une fiche gagnante du côté des Vikings malgré une saison tumultueuse. Les Titans à 3-13 vont affronter les Jaguars à Jacksonville qui sont 12-4. Jacksonville favori évidemment par 12,5 au preneur au livre. Avec une victoire, les Jags pourraient s'assurer du titre dans dans la division sud, Mhm. pardon, de l'association américaine. Il y a une équipe qui joue pour quelque chose, Didier, puis il y a une équipe qui joue pour rien. Prends les Jaguars pour l'emporter. Ouais, plus tôt cette saison, lorsque les deux équipes s'étaient affrontées, j'avais choisi les Titans pour gagner. Je l'ai Ah regretté. oui, c'est vrai. Mais je croyais pas aux Jaguars, parce que, t'en souviens? Ben, les Jaguars nous avaient habitués à ça. Tu sais, quand on commençait à croire en eux, là, ils affrontent une mauvaise équipe, puis là, ils perdent le match. Puis là, ils avaient éclaté les Titans du Tennessee. Donc là, je vais pas me faire avoir deux fois. Je vais prendre les Jaguars. Le match veut dire quelque chose pour Jacksonville au terme du classement. Tu viens de mentionner les possibilités pour les Jags. Je veux juste parler du plaqueur Jeffrey Simmons des Titans du Tennessee à ses 5 derniers matchs. 4 sacs et demi du quart, 28 pressions, Marc-André, lors de ses 5 derniers matchs. Simmons, c'est un des meilleurs joueurs de ligne défensive de la NFL. Il passe dans l'ombre en raison du fait qu'il joue au Tennessee. Mais toutes les semaines, il s'est présenté malgré le fait que les Titans étaient une des pires équipes de la NFL. Donc, je voulais juste signer sa saison. Parce que la semaine dernière, il a atteint la marque des 10 sacs du quart pour la toute première fois de sa carrière. J'avais une autre stat dans mes notes également. Les Jaguars sont sur une séquence de 3 victoires de suite à domicile et ils ont remporté ces matchs-là par une moyenne, Didier, une moyenne de 24,7 points. Et on s'entend dans cette séquence-là, on n'a pas affronté des pieds de céleri, on a affronté les Chargers, les Broncos, entre autres. On a affronté Indianapolis aussi, là, on avait perdu les services de Daniel Jones, on s'en souvient. Mais quand même, 24,7 points en moyenne, c'est quand même assez impressionnant de la part des Jags. Les Cardinals à 3-13 vont affronter les Rams à 11-5. Les Rams favoris par 7,5 au preneur au livre. Les Rams, on a un coup à jouer là, du côté de Los Angeles. Avec une victoire des Seahawks, Didier, les Rams pourraient grimper au 5e rang euh, et affronter le champion du Sud, de la division Sud de l'Association nationale. Donc ça, c'est intéressant. Avec une victoire des 49ers, les Rams pourraient terminer 6e
Donc, affronter soit les Eagles ou les Bears. Donc, du côté des Rams, évidemment, on va connaître notre sort. On va savoir un peu, parce qu'on va jouer le match dimanche. L'autre match entre les Niners et les Seahawks va se jouer samedi. On va savoir un peu de qu'est-ce qui va se passer. Mais en devenant une victoire des Seahawks, je pense que les Rams, là, on dit qui choisit prend pire dans la vie, mais je pense que les Rams voudraient assurément terminer 5e et affronter soit les Bucks, soit les Panthers, non? C'est une question de bien jouer pour les Rams, d'abord et avant tout. Là. Au diable, le classement, Marc-André, ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Là, les Rams, là, moi, je me disais, OK, c'est une saison où on en parle là, depuis plusieurs semaines, plusieurs équipes ont des chances de gagner le Super Bowl, il n'y a pas d'équipe dominante, mais je me disais, il me semble que les Rams sont la meilleure équipe de la NFL. Mais là, ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs, et même Sean McVay, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'il va utiliser ses joueurs partants, il n'a même pas laissé le journaliste terminer sa question. Il a dit, oui, absolument, on a besoin de jouer. Puis c'est comme une situation de match préparatoire là, pour les Rams. Il faut sortir de là avec une bonne performance, autant de l'attaque que la défense. Parce que l'unité défensive des Rams, Marc-André, elle est très généreuse. Au cours du dernier mois, avant le match de lundi contre les Falcons, au cours du dernier mois, on a accordé en moyenne 30 points par match, Marc-André. Alors que lors des 12 premières semaines d'activité, on a accordé en moyenne 16 points par rencontre du côté des Rams. Puis là, ça, c'est du côté de l'unité défensive. Mais là, la ligne à attaque, on a eu des ennuis afin de protéger Matthew Stafford lundi soir dernier contre les Falcons. Les Falcons sont une des formations qui blitzent le plus dans toute la NFL. Mais on ne joue pas bien. Il y a des choses qu'on se doit de peaufiner à l'approche des éliminatoires du côté des Rams de Los Angeles. Donc, c'est ça la priorité du côté des Rams. Il faut sortir de là avec confiance, bien jouer, bien protéger le ballon. On affronte une équipe qui en arrache. Les Cardinals d'Arizona, je me souviens plus de la dernière fois qu'ils ont gagné un match. Alors, il faut en profiter là, pour offrir une bonne performance avant le début des éliminatoires du côté des Rams. Pour répondre à ta question, ça fait plus de 2 mois parce qu'on est sur une séquence de 8 défaites de la part des Cards. Donc, moi, je prends les Rams pour l'emporter. Je sais que Sean McVay a dit que les partants vont jouer, mais tu te souviens l'année dernière, il avait dit ça aussi. Puis les partants n'avaient pas joué lors de la semaine 18, alors que le 3e rang de l'Association nationale était à l'enjeu. Donc, Sean McVay, il faut faire attention, mais oui, écoute, on va le croire. Moi, je prends les Rams pour l'emporter, mais même avec pas tous les partants dans la formation, je pense que les Rams constituent une bien meilleure formation que les Cards. Oui, bon, parfait. Allons-y, Chargers Broncos. Hey, notre chimie aujourd'hui, là, ça paraît que c'est le 31. Hein? Les Chargers à 11-5 vont affronter les Broncos qui sont 13-3. Denver favori évidemment par 12,5 au preneur au livre. Pourquoi? Parce qu'on repose tous nos joueurs, ou presque, là, du côté des Chargers. Justin Herbert va être au repos. Il ne faut pas oublier qu'il a disputé 4 matchs avec une fracture à une main. C'est quand même assez fascinant. Avec une victoire, les Broncos vont s'assurer du premier rang dans l'américaine. Donc, Didier, moi, je prends les Broncos pour l'emporter. Et toi? C'est un joueur qui mérite justement d'avoir une semaine de repos, c'est bel et bien Justin Herbert. Je vais choisir Denver afin de l'emporter. Puis une de mes prédictions sera vraie. Finalement, j'avais choisi les Broncos afin de terminer au premier rang de la section ouest de l'américaine, de mettre fin au règne des Chiefs de Kansas City. Jamais je croyais que les Chiefs toutefois allaient rater les éliminatoires. Mais oui, alors je choisis moi aussi les Broncos, étant donné qu'ils vont affronter l'équipe B de Los Angeles. Ce sera Trey Lance en passant au poste de quart. Du côté des Chargers, j'ai voulu le mentionner. Les Chiefs à 6-10 vont affronter les Raiders qui sont 2-14. Kansas City favori par 5,5 au preneur au livre. Guillaume, pas de 20, 64-10 sur Facebook. Bonne année. Bonne année, Guillaume. Merci pour votre travail avec le podcast. Merci beaucoup. Avec les Raiders qui ont pratiquement confirmé le premier choix au repêchage, on commence à entendre qu'ils vont sûrement prendre un quart. Est-ce vraiment une bonne décision dans le cas considérant la faiblesse des quarts disponibles cette année? Quel serait votre choix si vous étiez DG des Raiders? Didier, est-ce que les Raiders vont repêcher au premier rang et repêcher Fernando Mendoza? Là, ils ont plus de 80% des chances de terminer avec leur premier rang du repêchage. Étant donné qu'ils ont défait les Giants de New York, imagine-toi, les Giants, tout ce que les Giants avaient à faire, c'était de perdre contre les Raiders, puis ils étaient assurés d'avoir le premier choix du repêchage. Les Raiders, eux, ils ont tout fait pour perdre ce match-là.
On n'a pas utilisé Max Crosby. On a donné congé également à Brock Bowers. En fait, Bowers je ne jouera plus d'ici la fin de la saison. C'est la même chose pour Crosby, pour Jeremy Chin. On veut le premier choix du repêchage. Alors, félicitations aux Raiders. Mais sérieusement, non. Repêcher un carrière, ce serait pas la chose à faire immédiatement pour les Raiders. Parce que cette équipe-là a beaucoup trop de trop. La priorité pour moi du côté des Raiders, c'est la ligne à l'attaque, Marc-André. OK, peu importe qui va être ton carrière, derrière la ligne à l'attaque qu'on a présentement, ce quart-là ne va pas connaître de succès. Et il faut créer des brèches au niveau du jeu au sol pour Ashton Genty. On a dépassé un choix du top 10 afin de repêcher Genty. Donc, pour répondre à la question de Guillaume, moi, ce serait ma priorité. En fait, mes deux priorités, ça serait les tranchées. Donc, la ligne à l'attaque et la ligne défensive du côté des Raiders. Je choisis les Chiefs pour l'emporter, étant donné que les Raiders, eux, ils sont déterminés à ne plus gagner un match et de s'assurer d'avoir le premier choix du repêchage. Je suis d'accord avec toi. Tu as beau avoir le meilleur porteur de ballon de la Terre, le plus talentueux. Un porteur de ballon a ses limites quand on a une attaque, quand on a une ligne à l'attaque aussi médiocre que celle des Raiders. Les Raiders, Didier, ont subi 10 défaites de suite. C'est pas compliqué. Pablo Rodriguez était bien en selle au Parti libéral du Québec la dernière fois que les Raiders ont gagné un match. Et Chris Oladokun, Didier, a récolté 66 verges par la passe à son premier match contre les Broncos. Je pense qu'ils vont en récolter un peu plus contre les Raiders. Donc, moi aussi, je choisis les Chiefs pour l'emporter. Les Dolphins, à 7 et 9, vont affronter les Pats, qui sont 13 et 3. Nouvelle-Angleterre favori par 10,5 au preneur au livre. Les Patriots pourraient s'assurer du premier rang dans l'association américaine avec une défaite des Broncos. Donc, on a un coup à jouer du côté des Pats. Moi, je prends les Pats pour l'emporter parce que, justement, une équipe qui a quelque chose à jouer contre une équipe qui s'amuse, je pense que les Pats vont sortir fort. Ouais, moi aussi, je choisis les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je me demande si la contre-performance de Matthew Stafford lundi soir dernier, est-ce que ça donne un coup de pouce à la candidature de Drake May au titre de joueur par excellence? Alors pour moi, c'est une opportunité là, de terminer la saison régulière sur une bonne note, de faire une dernière bonne impression auprès des gens qui vont voter. En passant, le 30 décembre, c'est un anniversaire pour la concession des Dolphins, Marc-André. C'était le 25e anniversaire de leur dernière victoire en éliminatoire. Imagine-toi, on n'a pas gagné un match éliminatoire du côté des Dolphins depuis le 30 décembre 2000. Je me souviens de ce match-là. Il y a le Lamar Smith, le porteur de ballon des Dolphins, qui avait amassé plus de 200 verges au sol. C'était contre les Colts d'Indianapolis. 25 ans sans victoire en éliminatoire. C'est tout à fait gênant. Alors, ça va se poursuivre, cette disette, étant donné que les Dolphins sont déjà éliminés. Mais les Patriots vont gagner. Dimanche. C'est qui le corps en 2000? Genre Jay Fiedler ou non? Jay Fiedler. Jay Fiedler. Ah oui? Ah, phew! OK. Wow. À cette époque-là. Wow. Ça remonte à loin, imagine-toi, 25 ans. Ouais. Commanders, 4 et 12 vont affronter les Eagles à Philadelphie, 11 et 5. Philadelphie favori par 7 au preneur au livre. Avec une victoire, les Eagles pourraient terminer au deuxième rang de l'association nationale. C'est ce qu'on veut du côté des Eagles. Et lors du premier duel entre les deux équipes, il y a 2 semaines, victoire d'un 29-18 des Eagles. Les Commanders ont accordé plus de 200 verges au sol lors des 2 dernières semaines. Donc, je pense que les Eagles, on va y aller au sol avec cet homme que vous ne pouvez pas voir derrière moi, Saquon Barkley. Donc, je prends les Eagles pour l'emporter. Ouais, moi aussi, je vais avec Philadelphie pour gagner ce match-là. Comme tu as dit, on peut toujours grimper au classement du côté des Eagles. Puis j'ai hâte de voir, ça va être quoi la stratégie? Est-ce qu'on va donner un repos à certains joueurs en deuxième demi du côté de Philadelphie aussi? Mais oui, victoire de Philadelphie. Les Lions à 8 et 8 vont affronter les Bears à 11 et 5. Chicago favori par 3. Charles Despot, via Instagram, avec toutes les blessures durant la saison régulière dans le but d'être en santé pour les éliminatoires. Est-ce que c'est une bonne chose pour les Bears de ne pas reposer leur partant pour la dernière de la saison, Didier? Ouais, ben la priorité, c'est toujours d'être en santé là, une fois qu'on arrive en éliminatoire. Alors moi, j'aurais pas de problème avec ça. Si c'est la stratégie qu'on utilise du côté des Bears et de Ben Johnson. Alors, je vais choisir j'allais avec Chicago, oui, afin de l'emporter contre les Lions. Les Bears, Marc-André, ils ont accordé, là, j'ai ça ici, ils sont la seule équipe dans la NFL de cette saison à avoir accordé 42 points ou plus lors de 3 matchs.
OK? C'est arrivé 3 fois au cours de la saison. Quand je te dis la défense des Bears est secrètement mauvaise, ben ça le prouve. Le Caleb Williams qui aura l'opportunité de devenir le premier carrière dans toute l'histoire de la concession des Bears à obtenir au moins 4000 verges par la passe en une saison. Il a besoin de 270 verges afin d'établir ce record. On va voir s'il sera en mesure de le faire, parce que peut-être qu'il ne va pas jouer tout le match. Mais ça, là, ça nous démontre, c'est une statistique qui démontre la mauvaise histoire, le mauvais historique à la position de carrière des Bears de Chicago. Je pense que c'est cette statistique-là. Imagine-toi, on n'a jamais eu un passeur de 4000 verges en une saison dans toute l'histoire de la concession. C'est fou, c'est fou. Chicago peut d'ailleurs encore terminer au deuxième rang avec une victoire. Lors de la semaine numéro 2, tu t'en souviens, Didier? Victoire des Lions 52-21 lors du retour de Ben Johnson à Détroit. Écoute, les temps changent, comme on dit. C'est fou comment c'est long, une saison de football. On n'aurait pas pensé ça aujourd'hui. Hey, moi, Didier, je vais te surprendre, je vais prendre les Lions. Change. Je vais prendre les Lions contre les Bears. Juste pour Dan Campbell, je pense que c'est le gars avec une mentalité. Il veut venir bousiller ses affaires. Il veut connaître une bonne fin de saison. Il veut bâtir quelque chose. Il veut venir bousiller un peu les plans d'un rival de division, et même de son ancien coordinateur offensif. Je pense qu'il va trouver le moyen de motiver ses joueurs. Je sais que les Lions, rien ne va plus, mais je vais prendre les Lions contre les Bears juste pour faire différent de toi. OK, parfait. Les Jets à 3-13 vont affronter les Bills à 11-5. Buffalo favori par 7. On a reçu des questions, évidemment, là, concernant les éliminatoires. Salut les boys. On a une question de Carl Saint-Martin69 sur Instagram. Salut les boys. J'espère que vous allez bien. Avec les éliminatoires qui arrivent à nos portes, quelle équipe sera surveillée ou qui aura le plus de chances d'aller en finale? Avec la saison imprévisible que nous avons eue, je sens que tout le monde a sa chance de se rendre au Super Bowl. Merci et lâchez pas votre bon travail. Mais écoute, ça, c'est pas sur les Bills. Je suis désolé. Je pensais que ça l'était. Mais écoute, on peut juste parler du match un peu avant. Didier, donc Bills favori. On va pas en parler longtemps de toute façon. Ouais. Buffalo, 4 victoires en 5 matchs. Et les Jets, je te laisse parler de la statistique d'interception, là, comme tu le fais à chaque semaine. Ben ouais, toujours aucune interception cette saison du côté des Jets. Alors, ils vont pouvoir passer à l'histoire, devenir la première équipe à disputer de saison régulière sans même réussir une interception. Ils sont pas en mesure de le faire. J'espère que les Bills vont juste courir avec le ballon pour que les Jets passent à l'histoire. Hey, on n'a aucun receveur qui a atteint au moins 400 verges par voie de réception jusqu'à présent cette année. Le meneur du côté des Jets, c'est toujours Garrett Wilson qui n'a pas joué depuis le 12 octobre. Imagine-toi. Aucun carrière des Jets a complété au moins 10 passes de toucher. Ça, c'est la 5e fois lors des 6 dernières saisons que ça se produit au sein de l'organisation des Jets. On n'est même pas capable d'avoir une carrière complète 10 passes de toucher. Je rappelle qu'on n'a pas participé aux éliminatoires depuis 2010 et qu'on a seulement provoqué 4 revirements cette saison jusqu'à présent du côté des Jets. Imagine-toi, Marc-André. Si c'est pas assez suffisant, là, tout ça, c'est pas assez. Les Jets, ils vont tenter d'éviter là, cette semaine de devenir la première équipe dans l'ère moderne à perdre 5 matchs de suite par plus de 21 points. Tout ça pour dire, moi, je crois pas qu'Aaron Glenn va être de retour à la barre de l'équipe. D'ailleurs, on a préparé un tableau, Marc-André, pour démontrer à quel point le mois de décembre a été désastreux du côté des Jets de New York. En toute l'histoire de la NFL, il n'y a jamais une équipe qui a présenté un pire différentiel de points lors du mois de décembre. Moins 107 du côté des Jets au mois de décembre. Il faut remonter aux Bears de Chicago 1960 pour voir une équipe qui a été aussi mauvaise lors du dernier mois de la saison régulière. Bref, moi, je ne crois pas qu'Aaron Glenn sera en mesure de conserver son poste d'entraîneur-chef, peu importe ce qui arrive à Buffalo au cours du week-end. Donc, tu prends les Jets pour l'emporter? Non, je ne vais pas prendre les Bills. L'équipe B des Bills. Peu importe qu'on fait jouer du côté des Bills, on devrait gagner. Moi aussi, je prends les Bills dans ce match-là. Donc, je reviens à la question de Carl Saint-Martin 69 qui nous demandait quelles équipes seraient à surveiller ou qui auraient le plus de chances d'aller en finale du Super Bowl, Didier. Alors, voilà. Quels sont tes pronostics actuellement? Ouais, c'est pas facile à répondre à cette question-là, parce que comme on en a parlé, toutes les équipes vont participer aux éliminatoires, vont avoir une chance de gagner le Super Bowl. Peut-être, mis à part le gagnant de la section sud, l'équipe qui va terminer en tête du sud de la nationale, entre les Panthers et les Buccaneers.
Mais c'est ça, là. Écoute, moi, vraiment, la confiance a été ébranlée en les Rams. Après leur performance à Atlanta lundi soir, je pensais vraiment que les Rams étaient les favoris du côté de la nationale, là, peu importe à quelle position qu'ils allaient terminer. Mais je vais continuer de croire que du côté des Rams, on va être en mesure de se replacer et d'accéder au Super Bowl. Mais encore une fois, j'ai hâte au début des éliminatoires, Marc-André, parce que, tu sais, habituellement, là, lors des dernières années, on se doutait du côté de l'américaine, les Chiefs allaient représenter les FC au Super Bowl. Puis là, on se disait, bon, ben, on va voir, ça va être contre quelle équipe. Quelle équipe va être en mesure de détrôner les Chiefs? Là, les Chiefs ne vont pas participer aux éliminatoires. Comme on le dit, c'est ouvert autant du côté de l'américaine que de la nationale. Donc ça, c'est vraiment excitant à l'approche des éliminatoires. On peut trouver des défauts à toutes les équipes, je pense, actuellement, dans les deux associations. Moi, je vais répondre à la question de Ouais. Carl avec des chiffres, Didier. Je vais m'en sortir comme ça. Des 10 équipes qui ont accédé au Super Bowl dans le format actuel, donc depuis qu'on a instauré les 7 équipes en éliminatoire, ça fait 5 ans de ça. Des 10 équipes, donc, qui ont accédé au Super Bowl, 5 étaient classées au premier rang de leur association. Donc, plus de la moitié des équipes qui ont accédé au Super Bowl ont terminé au premier rang de leur association. Alors, ça reste à voir qui va terminer au premier rang, mais écoute, si ça peut donner une piste de solution à Carl, en tout cas une piste statistique du moins. On sait que les chiffres, ça veut peut-être parfois rien dire, mais bref. Donc, l'équipe qui termine au premier rang a des fortes chances d'accéder au Super Bowl. Mathieu Labelle via Spotify. Salut les boys. Question d'intérêt général concernant les équipes de la NFL. J'aimerais votre avis sur le fait que lorsqu'une équipe connaît la misère, c'est toujours vers l'entraîneur-chef qu'on se tourne. Pourquoi les DG sont souvent plus épargnés que les coachs en chef? Prenons l'exemple des Bengals, par exemple. L'entraîneur-chef risque de perdre son emploi avant le DG. Merci. Ouais, ben merci pour ta question, Mathieu. Mais écoute, Mathieu, s'écoute le podcast régulièrement, j'en parle des DG. J'en parle, je ne les épargne pas. Là. Terry Fontenot, là, à Atlanta, ça fait des années que j'en parle. Là. Il en a sa 5e saison à titre de DG des Falcons. Il n'a jamais participé aux éliminatoires. Là. On parle de la moitié d'une décennie. Alors, peut-être les autres personnes dans les médias là, mettent l'emphase sur les entraîneurs-chefs, mais même à Pittsburgh. Ça relève pas de Mike Tomlin le fait qu'on n'a jamais préparé l'après Ben Roethlisberger à la position de carrière. Alors moi personnellement, je me gêne pas pour jeter le blâme, pour partager le blâme sur les DG à travers la NFL. Peut-être dans les médias, il y a certaines personnes, bon ça qui visent les entraîneurs-chefs très rapidement. Moi, je parle pas les DG parce qu'ils ont un rôle à jouer dans tout ça là. Au sein des équipes justement là, qui en arrachent année après année. Moi, personnellement, je pense que, et c'est comme ça dans tous les sports, là, je pense que l'entraîneur-chef, c'est la solution facile. On y va souvent vers la solution facile Oui. lorsqu'on congédie un entraîneur-chef. Moi, je pense que c'est ça la réponse. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Je ne me suis jamais vraiment pensé la question, outre le fait que c'est facile pour un DG de congédier, d'essayer de euh, changer les mentalités, changer un peu l'atmosphère dans le vestiaire, la philosophie aussi. Ça peut se faire rapidement. C'est aussi une question de rapidité. Je pense que l'entraîneur-chef peut implanter quelque chose un peu plus rapidement, peut-être moins au football, mais on voit ça au hockey, au basket, lorsque tu as des matchs. Je pense qu'il y a ça aussi, d'implanter une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser, avoir des nouvelles idées plus rapidement. C'est plus facile qu'un DG, parce que là, le DG, on s'entend, tu t'attaques au deuxième étage, c'est plus difficile de changer toute une équipe autour d'un directeur général que l'entraîneur-chef. Je pense que c'est peut-être justement une piste de réponse à ta question. On a reçu une question de William Dastus Lebel. William Dastou, pardonnez-moi, Lebel 211 sur Facebook. Contrairement à la NFC, l'AFC semble manquer de prétendants d'expérience cette année. Selon vous, la balance penche-t-elle en faveur de la NFC pour le titre du Super Bowl? J'imagine qu'on parle. Donc, Didier, est-ce que tu penses que le Super Bowl pourrait être davantage remporté par une équipe de l'Association nationale? Ah ben, le Super Bowl, la beauté de ça, c'est que c'est juste un match. Donc, tout peut arriver. Je ne vais pas aller aussi loin que ça afin de dire que oui, certainement, c'est une équipe de la nationale qui va gagner le match, étant donné que la NFC semble être plus forte que les FC. Mais c'est un match de football. Tout peut arriver, on sait, hein. Un revirement, un ballon échappé ici et là, une passe déviée peut faire la différence. Mais au moment où on se parle, on enregistre ce podcast le 31 décembre, la dernière journée de l'année 2025. Il semble que la NFC devrait être favori. Du moins, il y a plus de chances qu'une équipe de la nationale remporte le Super Bowl. Mais on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Probablement, on verra quelles seront les deux équipes qui vont s'affronter dans le cadre du match ultime.
Pas convaincu de ça. Les Broncos, les Jags, les Patriots, Mhm. c'est des équipes de l'association américaine. Tu prends l'autre côté, oui, tu as les trois équipes puissantes là, de la division Ouest. Mais à part de ça, je veux dire, il y a des équipes intéressantes dans les deux associations, ça c'est sûr. On va passer au tableau Ouais. des prédictions, Didier, avant de répondre à la question de Frédéric Bussière qu'on s'est gardé pour la fin sur le temps de la renommée. Donc, si on regarde un peu nos prédictions, j'ai essayé de faire différentes toiles. Les Falcons cette semaine, j'ai pris les Lions. Ils ont pris les Lions aussi, je suis content de voir ça. Donc, à suivre, à suivre, à suivre. Les Niners, les Ouais, Bucks. j'ai une semaine difficile la semaine dernière. Excuse-moi, 7 et 9. On a toujours le même meneur, hein? Rick 49ers 2 qui est toujours en tête du pool avec 174 bonnes prédictions. Alors, pour Rick, ben, il reste juste une semaine. On va voir s'il sera en mesure là, justement de maintenir son avance en tête du pool. Alors, comme tu dis, ben, c'est ça, toi, tu as choisi les Buccaneers afin de l'emporter. Moi, j'ai choisi les Seahawks, tu as choisi les Niners. Guillaume aussi a choisi les Niners. Donc, on va voir ça. Là, je suis un match derrière Guillaume. Ouais, je suis 5 matchs derrière toi. Tu vois, c'est la fameuse semaine où j'ai pris les Titans du Tennessee. Là. Je m'en suis jamais remis de cette semaine-là. Écoute, la semaine 18, honnêtement, c'est la semaine la plus difficile à prévoir aussi, là, avec les Ouais. équipes qui laissent des joueurs sur le banc, au repos, puis même en cours de match, on ne sait même pas si les équipes vont compléter, les quarts vont compléter les matchs. Bref, c'est vraiment une semaine difficile pour ça, mais écoute, ça va être le fun, ça va être tout autant plaisant là, de savoir qui va remporter cette semaine-là. On termine avec la question de Frédéric Bussière sur X. Il nous parle du Temple de la renommée. Ce serait quoi vos choix pardon, pour la prochaine sélection du Temple de la renommée du football, Didier? Alors, je te laisse la parole. On a vu la liste là, qui est apparue cette semaine sur les réseaux sociaux. Ce serait quoi tes choix pour la prochaine QV là, du Temple de la renommée 2026? Ouais, pour les gens qui nous regardent sur la chaîne YouTube, ben, on a ici justement un tableau avec les finalistes pour le temple, oui, de la renommée en 2026. Bien sûr, les intronisations qui vont se faire à Kenton, en Ohio, au mois d'août. Toutefois, on va savoir l'identité des finalistes lors de la semaine du Super Bowl. Donc, il y a 5 joueurs qui devraient être sélectionnés. Pour moi, écoute, Larry Fitzgerald et Drew Brees, c'est leur première année à être admissible au Temple de la renommée. Il me semble qu'il devrait être sélectionné immédiatement, Marc-André, Larry Fitzgerald et Drew Brees. Fitzgerald, statistiquement, un des meilleurs receveurs de passes d'histoire de la NFL. Drew Brees, on sait tous les records qu'il a accomplis. Il a mené les Saints de Nouvelle-Orléans à une conquête du Super Bowl. Il y a plusieurs records et aussi de saisons en termes de passeurs. Je pense qu'il détient toujours le record pour le plus grand nombre de verges par la passe en une saison, si je me souviens bien. Bref, Fitzgerald et Breeze, moi, je me casse pas la tête. Il y a Luke Kuechly, qui l'année dernière, c'était sa première année d'admissibilité. Mais pour moi, Kuechly, depuis Ray Lewis, c'est le meilleur secondaire intérieur de la NFL qu'on a vu depuis Ray Lewis. Il aurait dû être intronisé dès l'année dernière. Je pense que ça va être le cas. Donc ça en fait 3. Je dirais les deux autres, j'irai avec Jason Witten, ancien ailier rapproché des Cowboys de Dallas, et Marshall Yanda, ancien garde des Ravens de Baltimore. Moi, ça serait les 5 que je sélectionnerais afin de devenir des membres du Temple de la renommée. Il y a Eli Manning qui est là avec ses 2 conquêtes du Super Bowl. Mais moi, ça serait les 5 joueurs pour moi là, qui devraient être sélectionnés cette année. Même Adam Vinatieri, qui est probablement le poteur le plus clutch de l'histoire de la NFL. C'est toujours difficile, ces choses-là. Moi, j'avais noté Drew Brees, pour moi, c'est sûr. Larry Fitz, c'est sûr. Moi, j'ai mis Terrell Suggs. Je trouve que Terrell Suggs a vraiment connu une grande carrière avec les Ravens. Reggie Ouais. Wayne, je pense que c'est un gars qui devrait être au temple aussi. J'ai mis Witten, qui était l'un des meilleurs alliés rapprochés de l'histoire. Mais écoute, c'est difficile. Luke Kuechly, je ne sais pas, à sa première, si c'est un gars, je pense qu'il va finir par y accéder. Mais en 2026, je ne sais pas. Torrey Holt, je ne pense pas que c'est un gars qui, euh, qui va être au temple de la renommée, même s'il a connu Non. des grosses saisons. Frank Gore, même chose. C'est plus une question de longévité dans le cas de Frank Gore que de performance, à mon avis. Écoute, on est en train de trouver des défauts à des joueurs étoiles. C'est un peu difficile à faire comme exercice. Et j'aimerais Ouais, mais c'est le avoir temple de la ton. renommée, Marc-André, tu sais, c'est
c'est Ouais. les meilleurs des meilleurs là, qui sont supposés d'accéder au temple de la renommée. Et pas juste c'est les joueurs qui ont été très bons. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Puis je pense que c'est valable que ce que tu viens de dire de Frank Gore. Est-ce que tu vas parler à tes petits-enfants d'avoir vu jouer Frank Gore? Il y a plusieurs autres porteurs de ballon qui vont te venir en tête. Mais il a été productif, mais il a joué pendant tellement longtemps aussi. Ça a aidé à sa production en termes de verges en carrière au sol. Eli, là, je vais y aller d'une réaction un peu excessive, mais c'est ce que je pense aussi. Je pense pas que c'est un gars. Vous allez me dire qu'il a gagné 2 Super Bowls. Comment je dirais bien ça pour être imagé puis être puis sans faire de sensationnalisme, mais je pense que c'est un gars qui a été hot 2 fois dans sa vie. Lors des 2 conquêtes du Super Bowl, je pense pas qu'il y a les Mhm. chiffres pour être la renommée Eli Manning. Je sais qu'ils vont me dire des fois les Super Bowls, des victoires, c'est plus aussi glorifiant que les chiffres en saison régulière. Mais écoute, moi, Eli Manning, pour moi, là, c'est pas un gars. Ça n'a pas été un grand corps arrière. Ça a été un bon corps arrière, mais ça n'a pas été un grand corps arrière. C'est un corps arrière qui a juste connu 2 séquences incroyables en éliminatoire dans sa carrière. Ouais, la seule chose, c'est qu'une de ces deux séquences-là, après la saison Ouais. 2007, on avait mis fin à la saison parfaite des Patriots. Les 2 fois, il a battu Tom Brady, les Patriots. Mais je suis d'accord avec toi, je partage ton avis. S'il s'enlève ces deux conquêtes-là du Super Bowl, puis là, bon, ça paraît fou de dire ça, puis il les a gagnés, là, ces Super Bowls-là, de dire on va enlever ces deux bagues du Super Bowl. Mais non, je suis d'accord avec toi. Il n'y aurait pas de conversation. Mais il a gagné les 2 Super Bowls. Moi, personnellement, je crois pas que c'est justement que c'est un joueur qui mérite d'être au temple de la renommée, puisque c'est supposé être les plus grands des plus grands qui sont là, les joueurs qui ont vraiment marqué l'histoire. D'une certaine façon, avec ces deux conquêtes du Super Bowl, il a marqué l'histoire. Mais je crois pas que c'est une carrière de calibre à être au Super Bowl, mais éventuellement, à cause de ces deux conquêtes du Super Bowl, puis le fait que son nom de famille, c'est Manning, je pense qu'éventuellement, un jour, il va être sélectionné au Temple de la Renommée. Parce qu'il va être victime il va toujours avoir un quart de la QV qui va être meilleur que Eli Manning. Dans le sens que, tu sais, c'est un peu la même chose avec Torrey Holt ou avec Frank Gore, c'est un bon exemple, tu sais. Il va toujours avoir des porteurs de Mhm. ballon, tu sais. Tu vas me donner le choix entre Adrian Peterson ou Frank Gore, je vais prendre Frank Gore. Puis là, tu vas avoir des gens Mais qui vont prendre leur retraite, tu sais, année après année. Mettons même Saquon Barkley dans sa carrière ou Frank Gore ou Derrick Henry ou Frank Gore, ben pour moi, c'est Derrick Henry. Même à la limite, Todd Gurley ou Frank Gore. Je pense que Todd Gurley a marqué plus sur une courte période de temps, non, Todd plus que Gurley Derrick ne Henry. mérite pas d'être au Temple de la Non, mais Renommée. Ça a été trop court. Ça a été trop bref, mais, sa carrière. Ben, c'est pas de sa faute, là. mais, C'est en raison de blessure. Ouais. moi, mais mon point, c'est qu'il y a toujours quelqu'un que je vais dire, ah, mais je pense que lui a plus marqué que Frank Gore, tu sais. En tout cas, bref. C'est un peu ça Ouais. mon point. Mais à la position de porteur de ballon, étant donné maintenant, c'est rare, là, les porteurs de ballon qui courent avec le ballon 300 fois par année à tous les ans. Donc, sa longévité, ça va lui permettre là, d'accéder au temple de la renommée éventuellement, là, je pense, à Frank Gore. Parce que justement, on voit de moins en moins les porteurs de ballon, avoir des longues carrières, puis on partage souvent le champ arrière aussi. Donc, il y a ça. Tu as mentionné Adrian Peterson, les noms que tu as mentionnés, il y en a de moins en moins. Derrick Henry, c'est un des rares. Là. Il y a Christian McCaffrey cette année. Bon, il n'a pas été blessé, mais on voit ça de moins en moins. Les porteurs de ballon qui vont courir 300 fois avec le ballon à tous les ans, qui ne ratent pas de match. Alors, éventuellement, ça, je pense que ça va jouer en faveur de Frank Gore. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Les gens, s'ils veulent nous laisser des commentaires sur Eli Manning, sur Frank Gore dans les commentaires, là, j'aimerais ça vous lire ce que vous pensez d'Eli Manning. J'enlève rien à la qualité d'humain qu'il était, mais en termes de joueur de football, bref, pour moi, c'est ça. Le nom Manning, les 2 conquêtes Super Bowl, c'est peut-être ça qui va le faire entrer, mais en termes de chiffres, en termes de statistiques, en termes de production sur le terrain en saison régulière, je pense que, en tout cas, Eli, c'est un beau débat à avoir, là, ça c'est sûr. Ouais, ben écoute, on va emboîter le pas avec le fantasy football. C'est la dernière semaine d'activité. On vient d'en parler en long et en large du côté de la saison régulière. Majoritairement, c'était la semaine dernière, la semaine des finales au fantasy football. On espère probablement que vous avez été en mesure d'accéder à la finale de votre ligue et que vous avez gagné votre finale. Mais il y a des ligues qui se poursuivent lors de la 18e
semaine d'activité, puis également, bien sûr, le Daily Fantasy. Alors, Marc-André, on va commencer, comme on le fait toujours, à la position de carrière. Qui est le carrière? Puis là, c'est toujours difficile lors de la dernière semaine d'activité parce qu'on ne sait pas ça va être quoi le temps de jeu pour certains joueurs. Alors, je te cède la place. Quelle carrière en qui tu as confiance cette semaine? Je vais juste y aller d'un message d'intérêt général avant de commencer en vous disant si vos ligues head-to-head, en format face-à-face, disputent une finale lors de la semaine 18, changez vos réglages dans votre ligue fantasy pour arrêter ça lors de la semaine 17. On ne veut pas jouer une finale de ligue dans la semaine numéro 18. Par contre, il y a des ligues où c'est un pool à l'année, là, où on peut faire des changements. Puis là, on peut jouer avec un terme de souvent, c'est des ligues à points. Donc, on a une semaine 18. Donc, c'est pour ça que je vais faire des recommandations cette semaine. Je commence avec Dak Prescott, là, qui est le quart à habiller des Cowboys de Dallas. 19 points fantasy dans 6 de ses 7 derniers matchs. Dak Prescott, près de 23 points fantasy contre les Commanders. Il a été fort utile si vous l'aviez en finale de votre ligue fantasy la semaine dernière. Et la semaine numéro 18, on affronte les Giants. On va accorder le quatrième plus haut total de points au receveur adverse. Je pense que pour Dak Prescott, pour CeeDee Lamb, pour George Pickens et les Cowboys, je pense qu'on va jouer tout le match. Je pense qu'on va s'amuser. Puis la défense des Giants contre la passe, elle est très poreuse. Je pense que Dak Prescott est à habiller cette semaine dans vos formations fantasy. Maintenant, quelle carrière qui te fait peur cette semaine, que tu recommandes de clou au banc? Je me souviens que j'avais recommandé d'habiller Baker Mayfield, d'insérer Baker Mayfield la semaine passée dans votre formation. Vous avez été quand même assez fort déçu. Vous allez me dire, mon Dieu, il a obtenu 346 verges. Il a dû avoir 25-30 points fantasy. Au contraire, 346 verges la semaine dernière, même pas 20 points fantasy pour Baker Mayfield. Rien ne va plus dans son cas. 8 interceptions en autant de matchs. Lors de la semaine numéro 18, on affronte les Panthers. Et lors du premier duel entre les deux équipes, il y a 2 semaines, Baker Mayfield avait obtenu seulement 145 verges, avait lancé une interception coûteuse. On en a parlé en début de podcast et seulement une passe de toucher. Ça n'a vraiment pas été facile. Les Panthers accordent le 6e plus bas total de points au corps adverse cette saison. Vous pouvez regarder ce match-là pour l'intérêt pour le football en général, pour savoir qui va remporter le titre dans la division sud de la nationale. Mais s'il vous plaît, laissez Baker Mayfield sur votre banc. Je jouerai CJ Stroud, là, que je parlais tout à l'heure, au lieu de Baker Mayfield cette semaine. Du côté des porteurs de ballon, Chase Brown connaît vraiment une très bonne séquence. Ça passe dans l'ombre. Bon, bien sûr, étant donné que les Bengals sont éliminés, puis tu crois que ça va se poursuivre lors de la dernière semaine. Chase Brown a connu, et même des éliminatoires sensationnels au niveau fantasy. Là, on se souvient, il y a 2 semaines en demi-finale, 3 touchés, 2 touchés encore en finale la semaine dernière. Ça a vraiment été un des, comme on dit en anglais, les league winners, là, Chase Brown, au niveau fantasy. 21,5 points en moyenne lors des 10 dernières semaines. C'est pas compliqué. Seuls Jahmyr Gibbs et Christian McCaffrey ont plus de points que lui au cours des 10 dernières semaines. C'est tout simplement hallucinant. 5 touchés en 2 matchs, évidemment. Lors de la semaine numéro 18, on affronte les Browns qui ont accordé en moyenne 27 points fantasy au porteur adverse depuis la semaine numéro 12, le 3e plus haut total dans la NFL. Donc, moi, je pense que Chase Brown est un joueur à insérer absolument là, dans votre formation pour cette semaine numéro 18. Et quel est le porteur de ballon que tu crois que ça vaut la peine de clouer au banc cette semaine? En fait, il faut clouer au banc tous vos Chargers, si vous voulez mon avis, mais j'ai choisi de vous parler de Marion Hampton, des Chargers de Los Angeles. Donc, oui, c'est sûr, avec Justin Herbert au repos, ça égale évidemment le départ de Trey Lance. Et la ligne à l'attaque, elle est toujours aussi poreuse là, du côté des Chargers. Ça n'augure rien de bon là, pour Omarion Hampton. Lors de la semaine 18, on affronte les Broncos qui ont accordé en moyenne 16 points au porteur depuis la semaine numéro 3. C'est le troisième, depuis la semaine numéro 12, pardon. Le troisième plus bas total dans la NFL. Donc, écoute, tous vos Chargers, mais spécialement Omarion Hampton, sont à clouer sur votre banc. Et maintenant, chez les receveurs de Ouais, passe, Stephen Diggs, il y a des problèmes avec la ouais. justice. Là. Il semblerait, d'après ce qui est sorti mardi. Mais bon, il va pas passer devant un juge avant la fin du mois de janvier. Bref, alors, tu continues de croire que malgré tout, il faudrait peut-être faire jouer Stephen Diggs cette semaine en termes de fantasy football. Ben écoutez, je vous conseille de regarder la situation. C'est en évolution, évidemment, là, avec les allégations qui sont sorties. Évidemment, Stéphane Diggs a tout nié. Donc, moi, je pense que, justement, le procès et tout, ça va être après. Je pense qu'il va être à son poste euh,
lors dimanche. Il a obtenu au moins 22 points fantasy en format PPR lors de 2 semaines de suite. Et j'aimerais vous parler des incitatifs aussi, là, des bonus que les joueurs peuvent avoir. C'est important lors de la semaine numéro 18 pour les joueurs, pour les équipes. Des joueurs qui peuvent obtenir des bonus et souvent on essaie de lui donner davantage de ballons. Dans le cas de Stefan Diggs, il est à 8 réceptions d'un bonus de 500 000 et il est à 130 verges d'un bonus de 1 million. Les mauvaises langues, Didier, pourront dire qu'il pourrait servir de son argent pour payer des avocats prochainement. Non, mais sérieusement, souvent ces affaires-là, des incitatifs. On se souvient, le Mike Evans, là, l'année dernière, là, on avait forcé le ballon en direction de Mike Evans pour qu'il obtienne sa saison de 1000 verges. Ça, c'est important. Lors de la semaine numéro 18, on affronte les Dolphins. Les Dolphins ont accordé 6 touchés sur réception lors des 5 derniers matchs. Et j'ai aimé la photo de Guillaume, pour vrai. Je viens de voir la photo de Stefan Diggs. Bref. Donc oui, Stefan Diggs, évidemment, surveiller s'il est de la formation, mais il pourrait connaître du succès. Il est vraiment la cible numéro 1 de Drake May au cours des dernières semaines. Ouais, maintenant, quel receveur que tu crois qu'il faut clé au banc cette semaine, là? En le cas de Courtland Sutton, je me questionne sur son utilisation parce qu'avec Justin Herbert au repos de l'autre côté, sûrement que les Broncos vont vouloir gagner le match, c'est sûr, mais est-ce qu'on va se bâtir une avance assez confortable pour peut-être reposer nos éléments essentiels, nos joueurs vedettes, lors de la deuxième demi? Donc, je me questionne sur l'utilisation. Combien de quarts Courtland Sutton sera de la formation? Il a juste obtenu au moins 15 points fantasy une fois à ses 13 derniers matchs. Aussi, Bo Nix distribue assez bien le ballon. On a vu un peu l'émergence de Troy Franklin dans certains matchs cette année. Il y a Pat Bryant qui prend du galon également. Il est blessé, je pense, mais il a pris du galon au cours de la saison. Je pense plus que Courtland Sutton, c'est un pivot plus qu'une option de choix là, pour la semaine numéro 10. Donc, à insérer peut-être dans un flex, tout en ayant très peur peut-être qu'il ne jouera pas du troisième ou quatrième quart, dépendamment de l'allure du match. Mais ouais, Courtland Sutton, c'est plus un flex, un pivot qu'un receveur numéro 1 ou 2 cette semaine. Maintenant, on va terminer avec les ailiers rapprochés. Travis Kelce va peut-être disputer le tout dernier match de sa carrière. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être productif face aux Raiders, qui va terminer sa carrière en beauté, puisqu'on anticipe qu'il devra annoncer sa retraite au cours des prochaines semaines? Mais c'est le genre de joueur, Travis Kelce, qui risque de recevoir le fameux traitement royal là, à son dernier match potentiel avec les Chiefs, parce que honnêtement, Didier, la défense des Raiders, elle est vraiment efficace contre la position d'ailier rapproché. Quatrième plus bas total de points aux ailiers rapprochés adverses cette année. Donc, mais je me dis, tu sais, moi, j'ai toujours en tête le dernier match de Kobe Bryant, où il avait lancé le ballon à peu près 558 millions de fois pour obtenir 70 points. Je veux dire, je pense que Travis Kelce, on est dans ces eaux-là. On va vouloir vraiment qu'il soit le point focal de notre attaque. On n'a rien à jouer. D'ailleurs, c'est le deuxième match seulement de la carrière de Travis Kelce où il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu éliminatoire pour Travis Kelce. C'est quand même assez fascinant. C'est toute une carrière pour Travis Kelce. Puis comme je l'ai dit, point focal de l'attaque, traitement royal dans le cas de Travis Kelce. Je ne serais pas surpris qu'il soit ciblé 10, entre 10 et 15 fois, juste pour lui permettre là, de sortir par la grande porte. Je pense que Travis Kelce, même si les Raiders sont bons contre les ailiers rapprochés, je pense qu'il pourrait connaître un format. Ah, c'est la dernière fois qu'on va montrer cette photo de Travis Kelce avec Taylor Swift en admiration devant lui. Maintenant, on va terminer en parlant de Tyler Warren des Colts d'Indianapolis. Donc, j'anticipe que tu n'as pas confiance que Riley Leonard sera en mesure de le repérer lors du dernier match de la saison régulière. Tyler Warren, ça a vraiment été une saison en deux temps. Hein? 10 points fantasy seulement 2 fois à ses 10 derniers matchs. Oui, évidemment, la position de quart, là, ça ne lui a pas offert ça ne lui a pas été bénéfique, c'est sûr, mais il avait tellement été efficace, plus de 10 points fantasy dans 6 de ses 7 premiers matchs. Évidemment, j'avais écrit Leonard, c'est ça, ce sera Riley Leonard au poste de quart. Donc, en plus, on affronte les Texans lors de la semaine 18. Les Texans qui ont un coup à jouer. Donc, ça, c'était encore plus intéressant. Ils sont en milieu de peloton contre les alliés rapprochés. Mais je doute que Riley Leonard puisse. Je doute en fait que l'attaque des Colts vont marquer beaucoup de points. Donc, je pense que Tyler Warren et tous vos coachs là, sont à laisser sur votre banc si vous pouvez.
Bon, ben, c'est excellent. Marc-André, en ce 31 décembre 2025, on a fait le tour de ce dernier épisode du podcast pour l'année 2025. On va être de retour en 2026, étant donné, bien sûr, que là, ça va être la conclusion de la saison régulière. Ouais, on confirme. Ouais, c'est ça. On va être en 2026, puis que c'est la fin de la saison régulière. Alors, on va être de retour. On va en profiter pour les gens qui nous ont regardés via la chaîne YouTube ou qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, qui nous écoutent, afin de vous passer, nos meilleurs vœux en vue de l'année 2026. On espère que vous allez passer un beau jour de l'an. Je vous souhaite la santé pour la prochaine année parce que, comme on dit souvent, on peut avoir plusieurs problèmes dans notre vie, mais quand tu as des problèmes de santé, ben réellement, tu as juste un problème. Parce que ça, c'est toujours la chose la plus importante. Alors, on va vous reparler une fois qu'on saura, quel sera le classement final du côté des deux associations et les match-ups, les confrontations lors du premier tour des éliminatoires la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.